Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Salut à tous et bienvenue dans Comics Discovery, l'émission qui n'est pas en multiverse, mais il y a tellement d'épisodes que peut-être que un jour il y aura une infinité de Comics Discovery, je ne sais pas. Donc cette semaine, Cécile m'a dit, enfin j'avais programmé l'émission avant que Cécile rejoigne l'équipe. Déjà bonjour Cécile. Bonsoir James. Et Cécile m'a dit ce serait marrant que je vienne, moi qui n'ai aucun. C'est fou. Tu vas hurler Space parce qu'il y a Space aussi. Bonjour Space. Bonsoir. Cécile m'a dit mais moi j'y connais absolument rien en comics. Je lui dis c'est sûr. Mais est-ce que t'as lu Astéropolype? Il m'a dit oui, j'ai lu Astéropolype. Est-ce que t'as lu du Daniel Clos? Oui, j'ai lu Daniel Clos. Est-ce que t'as lu du Chris Ware? Ah bah oui, j'ai lu du Chris Ware. Et en fait le mec a lu tout le comics indé, mais non, pour lui le comics ce n'était que Marvel et que DC. Donc on est là pour lui faire comprendre que non, tout ce que tu connais plein de comics, tu as lu plein de comics. Le comics c'est la BD américaine et la BD anglophone. Mais tu m'avais demandé, ce serait marrant, moi qui ne connais pas beaucoup DC ou Marvel, que j'arrive et que je sois complètement paumé. Et je crois que j'ai choisi. Là pour être paumé. J'ai choisi le titre parfait pour ça. Le plus hardcore, ouais. Ouais, parce que moi j'étais perdu, pour être sincère, puisque cette semaine ou la semaine prochaine, je sais plus, va ressortir chez Urban Comics. Crisis on Infinite Earth, un des plus gros events. C'est avant le truc de Marvel avec le Beyonder ou c'est après? C'est quasiment en même temps. En fait, ça doit jouer à quelques mois l'un de l'autre. Secret Wars, tu parles? Ouais, Secret Wars. Faut vérifier les dates, mais ça doit pas être loin l'un de l'autre. Normalement, c'était juste avant Secret Wars. Je sais que Crisis a mon âge, puisque ça date de 86. Donc oui, c'est très vieux, car je suis très vieux. Et Secret Wars, je ne sais pas. Donc est-ce qu'on pourrait dire que c'est le premier event non, le premier event aussi global? Ouais, non, il y avait des autres avant. Il y avait déjà donc les guerres secrètes, donc Secret Wars qui c'est fini juste avant que Crisis on Infinite Earth commence. T'as donc juste avant Contest of Champions, t'as la Great Darkness Saga dans la Légion qui est important. Chez les Avengers, t'as la guerre Chris Krull dans les années 70. C'est déjà un truc qui est assez courant. Ouais, mais bon, avançons sur l'émission, on reviendra sur l'historique plus tard. Ouais. On va faire une grosse partie contexte parce que ça va être, on va y en avoir besoin. Mais on va commencer par les recommandations culturelles. Moi, j'ai pas beaucoup de recommandations culturelles, à part vous dire d'aller follow, comme on vous l'a dit la semaine dernière, allez follow le Girl Cut. Et aller follow toutes les artistes du Girl Cut. Moi, j'ai eu la chance hier soir d'enregistrer avec Lisa Perret. Il y a que Lisa Perret dont j'ai le nom en entier. Roxane. J'ai oublié le nom. Mais j'ai enregistré la soirée autour du fanzine, de la micro-édition et de l'auto-édition. C'était super intéressant. Il y avait des trucs de fou. Lisa Perret qui fait de la gravure et qui imprime elle-même via la gravure, elle avait parce qu'elle avait apporté plein de petits trucs qu'elle avait fait elle-même et genre dans une boîte d'allumettes où elle avait tout dessiné, elle avait un espèce de décor qu'on pouvait remonter soi-même et qu'elle vendait. C'était vraiment trop moi je suis sorti de la soirée en me disant mais en fait j'ai trop envie de créer, j'ai trop envie de faire des trucs, j'ai trop envie de. Et c'est pour ça que j'ai cité à deux fois Cécile, parce que Cécile est très fan de fanzine ou de. En fait, j'ai eu un débat avec Anishka. Est-ce qu'on peut encore dire fanzine ou on passe à zine tout court, puisque c'est pas un truc de fan finalement. Quand tu dessines, tu parles pas
spécifiquement parce que le fanzine à la base c'était plus des trucs autour de, enfin, je vais dire Star Trek, mais peut-être que c'est pas, ou c'était plus des trucs de sur le rock ou sur ce genre de choses. Non, non, le fanzine, c'était sur la science-fiction tout court, vu que l'un des premiers fanzines de l'histoire a été créé par Jerry Siegel et Joe Shuster, le créateur de Superman. Voilà, ok. En vrai, moi, les deux termes me vont. Hein. Enfin, c'est chipoté pour pas grand-chose. Oui, c'est exactement. C'est graphique, BD, etc. Voilà. C'est de l'ergotage. Comme comics, l'indépendant, le mainstream. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, je tiens à m'excuser pour cette mauvaise vision du comics que j'avais. Et merci James pour cette discussion. C'est beaucoup éclairé. Avec plaisir. Non, mais c'est trop bien de découvrir de voir que t'as eu des cours sur plein de trucs cool autour de la BD et de la BD américaine, et qu'il y a plein de trucs, il y a plein de trucs géniaux. Normalement, et j'ai aussi interviewé, enfin j'ai pas interviewé, j'ai fait la prise de son pour l'interview d'Agnieszka. Qui parlait d'un truc que, enfin, je connaissais déjà un peu le parcours d'Agnieszka, mais je connaissais pas aussi bien le délire de résidence et de squat parce qu'elle a fait un squat à Zagreb, donc en Croatie. En Croatie, si je dis. Et en fait, le délire de résidence d'artistes où plein d'artistes se regroupent pour créer ensemble et pour et du coup ça en tire à côté de ça il y avait un festival du coup où tous les artistes faisaient un fanzine au final, et c'est super intéressant cette démarche là, et c'est trop cool. Normalement il y aura le podcast qui sera disponible si je fais mon taf et que j'arrive à le remonter. On le mettra dans la description au moment où il sortira, parce que je sais pas quand ça sortira. Et en recours culturel, j'ai pas fait grand chose ces derniers temps, pour être sincère avec vous. Donc je n'aurai pas d'autres recos à part le fait de créer. Voilà, c'est et dessiner ou même écrivez. Enfin, s'il y a même si vous avez une autre passion créative, allez-y. Vous verrez ça. Ouais. Que ce soit si vous aimez la mosaïque ou même le bricolage, ça peut être une façon de faire de la création à sa manière. Voilà. Space, est-ce que tu as une recommandation culturelle à nous partager? À la rigueur, en ce moment, je suis en train de relire Mayball, vu que j'ai découvert que le 16e volume était sorti l'année dernière. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Mayball, c'est un manga sportif de Inoue Sora. Et alors, est-ce que c'est bien? Non. Objectivement, non. Alors, Mayball, c'est quoi? C'est l'histoire d'une meuf qui s'appelle May, dont le meilleur ami est une balle. Est un fan de foot. Donc elle s'est tout le temps entraînée avec lui depuis qu'elle est gamine, donc du coup, elle est super douée en foot. Mais elle est capable de jouer qu'à partir du moment où son meilleur pote lui roule des pelles. Ah, d'accord. C'est pas pratique pour taper dans le ballon. Et donc, c'est elle qui va intégrer une équipe de football qui est coachée par son meilleur ami et compagnie. Et le truc, c'est ecchi à mort. Le dessinateur arrive à faire des panty shots sur des meufs en short. Résultat des courses, je passe beaucoup trop de temps à rigoler devant ces conneries, quoi. C'est vraiment, si vous voulez de la littérature intellectuelle, n'allez pas là. Si vous voulez juste perdre des sous puis bien rigoler, à la rigueur, ça peut le faire. Sinon, un peu plus sérieux, enfin quoique, en ce moment, je m'amuse à traduire une nouvelle de SF qui date de 1929, Armageddon 2014 AD, par Philippe Francis Nolan, qui est donc en fait la première histoire de Buck Rogers. Ah. À l'époque où Buck Rogers, au lieu, je sais pas si tu connais le personnage, Cécile. Si, je crois avoir une vague idée. Donc t'as peut-être vu la série de science-fiction des années 80 qui était sortie, enfin de space opéra,
Désolé, je confonds avec Duck Rogers. Duck Rogers. En fait, Duck Rogers, c'est une parodie de Buck Rogers, voilà, qui est donc un personnage de... J'ai l'archétype au moins, voilà. Voilà, en fait, Buck Rogers, c'est la première BD de science-fiction de l'histoire. Et avant c'était une nouvelle, donc au lieu d'être la SF, c'était du post-apo absolument raciste où les Chinois bouffaient la gueule aux Américains, et donc un mec se retrouvait endormi pendant 500 ans et se réveillait en 2419 pour sauver le futur de l'Amérique. Et c'est drôle à écrire. Essayer de réécrire ça sans mettre les termes racistes, c'est un challenge de tous les instants. Et tu as l'air de t'amuser. C'est Ah oui, au moins ça m'occupe l'esprit en ce moment, j'en ai bien besoin. Puis ouais, je compte la diffuser gratuitement sur internet après via ton Substack, via mon site. Ouais. Non, certainement par le Substack, ouais, j'aurai peut-être un post dessus, mais je vais la diffuser gratuitement en deux formats. Je vais faire le format EPUB classique que tu peux lire sur ta liseuse, et je vais faire aussi un format PDF avec une reproduction à 100% de la manière dont ça a été publié en 1929, quoi. D'accord, trop bien. Avec illustration d'époque, et puis vraiment en 2 colonnes comme dans les pulps à l'époque. Je sais, on faisait plus les news dans l'émission, mais j'en ai une qui vient de tomber, et vraiment on a aucun. Donc, il y a le Comic-Con qui est censé revenir en France, puisqu'ils s'étaient séparés de Japan Expo pour faire un autre truc. Et du coup, il y a les personnes s'occupant du Comic-Con de Bruxelles, enfin de Belgique en tout cas, qui ont récupéré le nom, qui ont font un événement. Et le premier invité comics, entre guillemets, qu'on va avoir. L'espèce, est-ce que tu arriverais à deviner le premier invité comics, ou peut-être t'as vu la news, donc j'ai pas vu la news du tout, mais vu que les autres Comic-Con ont invité Squeezie et autres youtubeurs au lieu d'inviter des artistes comics, je pense que c'est dans la même veine, non? C'est pire, je pense. C'est Dogpool, le chien qu'il y a dans Deadpool et Wolverine. Voilà. Ok. Il y a un chien dans Deadpool et Wolverine, d'accord. Ouais, il y a un chien habillé en Deadpool dans Deadpool et Wolverine. Voilà. Okay. Et c'est l'invité du Comic-Con. Vraiment, on voit le souci de vraiment représenter les artistes et mettre en avant. Ouais, mais d'un côté, entre le chien et puis Ethan Van Sciver. Ah oui, bah. Ouais, je peux faire oui, entre un raciste et un chien, effectivement, je préfère le chien, mais oui. Ou Neil Gaiman, hein. Je ne sais pas qui est Eddie Man, mais je suis sûr que c'est mieux que Ethan Van Sciver, qui est une sombre merde, rappelons-le. Voilà. Ah tiens, j'ai appris un truc, ça a rien à voir, mais je sais pas pourquoi je vais en parler. Non, j'en parlerai pas. C'est pas grave. J'en parlerai plus tard à Spades. Cécile, est-ce que t'as une reco à nous partager? Oui, j'ai une reco BD, BD qui est pas encore sortie chez nous, qui est disponible qu'en import. Donc, je sais qu'à Montpellier, je vous recommanderais d'aller récupérer une copie au Bookshop. Ouais. S'il y a des gens qui nous écoutent depuis Paris, vous irez à Shakespeare et compagnie, je suppose. Il s'agit de la dernière BD de Tremblay & Guyenne qui s'appelle Angelica and the Bear Prince. Tremblay & Guyenne, il s'est fait remarquer avec sa BD The Magic Fish. Un livre qui parle de contes autant dans l'aspect occidental qu'oriental, raconté à un enfant. Et il a eu beaucoup de succès avec donc ce roman graphique. Et là, son nouvel opus, sa nouvelle œuvre, c'est Angelica and the Bear Prince. C'est une romance complètement adorable. Où c'est l'histoire d'une meuf qui veut bosser dans le théâtre. Elle fait des études pour ça. Enfin, elle veut plutôt bosser dans l'aspect technique du théâtre. Bosser en coulisses, etc. Elle vient d'avoir un burn-out, elle essaie de se remettre en question, et en même temps, en fait, pour garder la tête au-dessus de l'eau, en fait, on va dire, elle se confie
un conte de fan d'un personnage de livre d'enfant qu'elle connaissait enfant. Voilà, donc le compte que vous voyez, genre Sonic et un compte Twitter, etc. Vous pouvez parler à Sonic, etc. Du coup, il y a quelqu'un qui va prétendre être Sonic, etc. Maintenant, ça peut être un bot d'IA, mais dans le contexte de l'histoire, c'est vraiment une personne qui gère ça. Et voilà, du coup, il y a une petite histoire une sorte d'amour mignonne entre cette meuf et du coup la personne qui gère le compte Twitter et sur comment les deux vont finir par se rencontrer, etc. Et franchement, j'ai vraiment trop adoré. Et c'est une BD qui a beaucoup moins d'enjeux que de Magic Fish parce qu'en fait, en postface, Trunglee Nguyen parle vraiment du mal qu'il a eu à sortir de Magic Fish et l'impact mental que ça a eu sur lui. Et pour lui, du coup, Angelica and the Bear Prince, c'était une sorte de pause mentale pour lui. Et voilà, donc même si les enjeux ne sont pas du tout pareils, j'ai quand même beaucoup aimé cette BD et je vous invite à la lire et j'espère qu'elle sera traduite très prochainement. Voilà, Angelica and the Bear Prince. Ok. T'as cité Sonic parce que t'as une relation particulière avec Sonic ou c'était juste Non, parce qu'il y a un moment, il y avait un compte Twitter de Sonic et il était super connu parce qu'en fait, il partageait des mèmes. Enfin, il était pas très corporate parfois. Ok. Et du coup, le compte était devenu connu même pour les gens qui étaient pas fans de Sonic. Et à un moment, le gérant de ce compte... Hiver, c'est rarement corporate. Hein. Voilà. Ouais. Et à un moment, le gérant de ce compte a été viré. Et du coup, son départ a été beaucoup lamenté, regretté, etc. Donc voilà, quand je pense à un compte Twitter, enfin un compte de réseaux sociaux de personnages fictifs, je pense à Sonic sur Twitter. Voilà. Ok, d'accord. C'est vrai que le fandom Sonic, il y a des trucs. Ouais, bref. Oui, un jour, je lirai et tu peux. Non, mais il y a. En parlant de comics, les comics Sonic de chez Archie Comics ont une sacrée réputation et je pense que je m'y intéresser un jour. Mais ils sortent chez Vestron, mais Vestron ils répondent pas à mes mails, donc Vestron répondait à mes mails parce que j'avais pas vu en novembre. Je sais pas si t'as vu Spade. Ils ont sorti plein de comics archi horror. Et je suis complètement passé à côté. Et du coup, je leur avais envoyé un mail en disant je suis passé à côté, j'aimerais bien en parler, parce que ça a l'air trop cool. Enfin, trop cool, c'est du archi, donc. T'as quoi contre Archie? J'ai rien contre Archie. C'est le premier éditeur, le premier éditeur mainstream de comics qui a milité pour le mariage gay. Oui, mais ce que j'ai lu d'Archie, c'est un fer de lance du wokisme. Moi, j'ai lu le truc de Vampironica. C'était vraiment pas bien. Et c'est nul. J'ai lu aussi Archie contre les zombies ou je sais pas quoi, et c'était vraiment pas terrible. Afterlife with Archie. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Qui s'est sorti chez Glénat ou Delcourt, je sais plus. Qui c'est qui l'est sorti à l'époque? Bref, on s'en fout. Moi, j'avais lu le spin-off de Jughead que j'avais trouvé très cool. Ah. Et c'était Glénat. Et justement, Glénat, ils ont pas été très woke. Jughead, c'est un personnage qui est asexuel. C'est l'un des rares personnages sexuels dans le comics. Mais Glénat, dans la traduction, ils ont viré ça totalement. Voilà. Ouais. Cool. Oh, je pense savoir qui est le traducteur. N'est-ce pas, James? Ah, bah chouette. Ah, on a des épisodes de Bad Girl qui nous faut penser à ça. Ah, ouais, peut-être, ouais. Et moi, je viens de balancer un nom. S'il écoute, il va me détester. Mais c'est pas grave, j'en ai rien à foutre. Je me brouille avec tout le monde dans le monde du comics et je m'en lave les mains. Nous sommes une émission de wokistes. On s'en fout. En parlant de wokistes, non, pas du tout. On va passer à Crisis on Infinite Earth. Je vais vous l'introduire et puis après, je vais passer la parole à Spade. Ce sera plus simple. Donc Crisis on Infinite Earth. C'est une histoire qui commence très très loin, puisque bon, peut-être que Space va me dire mais tu dis n'importe quoi, mais pour moi Crisis on Infinite Earth, c'est une histoire qu'on pourrait faire commencer en septembre 1961 avec l'apparition de Flash 123 de Garner Fox et Carmine voilà, il l'avait. De Carmine Infantino. C'est une reproduction, hein, c'est pas l'origine. Ah, je croyais que je me disais, ouais. C'est un facsimilé. DC en a fait plusieurs, enfin même Marvel aussi en a fait plusieurs sur les titres importants. Et du coup, c'est la première rencontre officielle entre Barry Allen, qui est donc le Flash de l'âge d'argent, celui qu'on connaît le plus
facilement. Celui qu'on connaît le mieux, voilà. Ouais, voilà. Et Jay Garrick, le Flash de l'âge d'or, celui qui a un Saladi sur la tête et qui était le premier Flash. Et donc c'est là la naissance du concept de multiverse chez DC. Et du coup, c'est quelque chose qui a été très très prépondérant chez DC, le fait d'avoir plein d'univers avec des équipes de plein d'endroits différents. Et à un moment, ça a été un peu reproché à DC de plus être lisible pour un nouveau lecteur parce qu'il y avait trop de trucs. Et Marv Wolfman, qui s'occupait, qui est connu pour avoir fait la merveilleuse, et j'espère que Space va être d'accord avec moi, série Teen Titans. Elle est géniale cette série. Il est en train d'aller la chercher, je parie. Avec le Nightwing qui a des le costume, il faudrait que Cécile, il faut que je te montre les vieux costumes de Nightwing où il a des espèces de merde, comment on dit, il a, voilà. Donc c'est lui qui a il a repris ou il a créé les Teen Titans, Marvel One. C'est une reprise. En fait c'est les New Teen Titans. Oui, c'est vrai, oui. Voilà. Et en fait, les anciens Teen Titans, c'était les mêmes personnages. On va rien dire. On va rien dire, c'est les nouveaux. Donc il est arrivé avec une idée, détruire tous les univers pour en refaire un seul. C'est un peu ce que raconte Crisis on Infinite Earth, puisque on a une espèce de combat entre deux personnages, le Monitor et l'Anti-Monitor, qui tous les deux représentent l'énergie positive et l'autre l'énergie négative, et il y en a un qui veut bouffer tous les univers et l'autre qui veut les sauver, et nos amis les héros de chez DC, il faut vraiment le dire au pluriel là pour le coup, vont taper sur l'Anti-Monitor pour sauver la Terre et sauver les univers. Et tout ça c'est dessiné par le merveilleux, le talentueux et le très regretté George Pérez, dont moi j'adore le travail. Moi ces Avengers ont marqué mon adolescence. J'adore le run qu'il a fait avec Kurt Busiek. Oui, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Sur Avengers, il est ouf ce run. Et Wonder Woman extraordinaire. Oui, c'est Wonder Woman aussi, ça a l'air trop. Je l'ai pas lu, mais ça a l'air trop bien. Mais c'est un mec qui a un trait, et je crois qu'on en avait un peu parlé. Il a influencé. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, Jim Lee, tout ça pour l'influence du comics moderne, mais je crois que George Pérez a vraiment une influence aussi tout aussi. Il fait partie des grands maîtres du comics, avec on peut le mettre aux côtés de Kirby, de John Buscema, et là récemment on a eu l'annonce de la mort du frère de John Buscema, Sal, qui est un peu moins connu que son frère, mais qui est aussi un grand génie. Tu peux le mettre aux côtés d'un Kubert. C'est des mecs qui ont défini en fait le style classique des comics. Ouais. Et c'est très 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 beau. Je sais pas si graphiquement on peut en parler tout de suite. Cécile, toi t'en as pensé quoi parce que là vraiment on est sur du comics old school. En effet. Niveau, moi je pense que c'est un truc aussi qui m'avait un peu rébuté des comics de super-héros, c'est que c'est cette palette surtout. Et de ce fait en fait, cette palette très saturée. Et de ce fait, en fait, je pense qu'on m'aurait attiré beaucoup plus tôt vers les comics si on proposait des comics qui soient en noir et blanc. Alors, je suppose qu'il existe des éditions noir et blanche, mais clairement, quand je cherche en librairie, on va toujours me proposer un truc qui est en couleur. Ouais, et je suppose qu'il va couleur. Je suppose que je dois trouver une version, une version spéciale, Origin, Prestige, je sais pas quoi. Et donc mettant à part justement mon côté, mettant à part la couleur, j'aime bien ce qu'a dessiné Pérez, et
Et après, bah du coup, ça, on va en parler plus tard, mais c'est les tie-in. Du coup, il y a d'autres gens qui dessinent. Je pense que j'avais aussi un peu aimé ce qu'avait dessiné Todd McFarlane. Et le duo qui bosse sur les Batman aussi, j'avais beaucoup aimé. C'est sur la série de base, c'est Tom Zuko qui fait la colo. Donc voilà. Après, alors, faut remettre aussi un truc dans le contexte, c'est que le papier des comics, c'est de la merde. Ouais. C'est surtout à l'époque, c'est vraiment du papier journal. Hein. C'est un produit qui est prévu pour être le moins cher possible et abordable par des gamins. Les premiers comics, tiens, on va prendre le premier comics en exemple, Action Comics numéro 1. C'est une reproduction. Ça fait s'émuler. J'ai pas de comics à 3 millions. Sinon, il serait sous blister. Hein. Ouais, puis à 3 millions et demi, j'ai pas les moyens. Action Comics, qui est vraiment, c'était du papier journal qui était dedans. C'était absolument dégueulasse en termes d'impression, parce qu'il fallait que ça coûte 10 cents. Donc l'équivalent d'aujourd'hui de 1,40 $, quoi. Et donc tout était prévu pour être à bas coût et des trucs jetables. Donc tu peux être le coloriste le plus doué du monde. Quand t'as un papier de merde qui absorbe l'encre comme pas possible, et ça rend peut-être qu'il coloriait avec cette idée en tête de dire ouais, je vais avoir du papier pas ouf, donc je vais essayer de saturer un peu plus. Et pas uniquement, aussi il y a un truc justement on parlait de Superman et donc de Jerry Siegel et Joe Shuster. En fait, Shuster, qui était dessinateur et co-créateur de Superman, il s'est rendu compte d'un truc très simple, c'est qu'en fait, des fois, dans des cases, tu vas dessiner ton personnage en tout petit, pour qu'il soit reconnaissable, faut un truc qui fasse qu'il soit identifiable. Hergé a cogité au même truc, au même moment, de l'autre côté de l'Atlantique, avec la houppette. La raison de la houppette de Tintin, c'est juste ça, de pouvoir l'identifier, même si tu le dessines en tout petit. Et en fait, les couleurs saturées, le bleu et rouge du costume de Superman, c'est une technique d'identification du personnage, quoi. Eux, à la différence de nous, c'est qu'en fait, eux, ils ont dû penser comment faire de la bande dessinée à l'époque. Et c'est vrai que des trucs qui nous paraissent évidents aujourd'hui, eux ont dû les découvrir sur le tas, quoi. C'est assez fou. Merci d'avoir éclairé ma lanterne sur ça. Du coup, moi, quand j'ai vu que ça ressortait, puisqu'il avait déjà sorti Crisis on Infinite Earth, vous l'avez, je sais pas s'il est encore, il est encore en impression et s'il est disponible. Ça fait un moment que je l'ai pas vu en librairie, donc ça doit être compliqué. Mais en occasion, à mon avis, ça se trouve facilement. Mais là, c'est une nouvelle édition. J'ai pas eu l'objet sous les mains, donc je pourrais pas vous dire s'il est. On a eu le PDF. Ça je suis clair avec vous, on a eu le PDF de la première partie, parce qu'il est dispo en 2 parties. La première partie fait facile 700 pages, si je dis pas de bêtises. J'avais eu un coup de gueule il y a quelques temps, parce que il y a vraiment un long moment. Je suis désolé, cette review elle part dans tous les sens, mais c'est pas grave. On a gueulé beaucoup auprès d'Urban parce qu'il ressortait pas des trucs de patrimoine et qu'il ressortait principalement que du Batman. Moi, je faisais partie des gens qui disaient mais ressortez des vieux trucs ou rééditer. Genre par exemple les Batman No Man's Land, ils sont maintenant, enfin si vous voulez le tome 3, il est à 700 € sur Vinted. Tellement. Il va falloir que je le vende, parce que si cette merde est à 700 €, je vais faire du pognon, quoi. moi je te l'achète, bon pas à 700 €, mais je te l'achète très bien parce que j'aimerais bien les finir de les lire, et moi j'aime bien No Man's Land personnellement, mais même j'avais envie de relire du vieux DC et des histoires un peu patrimoine, ce que fait on peut dire tout ce qu'on veut de la part de Panini. Mais Panini ils font du patrimoine, ils rééditent les intégrales, et c'est quand même, enfin je sais pas si ça marche comme ça. Ne fait plus les Chronicles. Oui, non, mais à l'époque ils le faisaient pas, c'est pour ça que ils avaient sorti Emerald Twilight. Ils avaient pas encore sorti les Chronicles, hein. Ils ont sorti Emerald Twilight, qui est
on va être direct de tout de suite. Emerald Twilight, c'est nul. Moi je le dis. C'est l'apparition de Kyle Rayner en tant que Green Lantern. Mais moi, ce qui m'avait gêné, c'est qu'ils ont sorti cet event, donc Emerald Twilight. Mais Emerald Twilight, normalement, c'est en plein milieu d'un autre event qui s'appelle Zero Hour. Et au lieu de publier Zero Hour, qu'on n'aura jamais en France, ils avaient mis au milieu du comics un éditorial de 2 pages où ils spoilaient en entièreté l'event et ils finissaient par « Allez, démerdez-vous, de toute façon, vous l'aurez jamais ». Donc, et après, vous enchaînez sur la suite et si vous lisez pas l'éditorial, bah vous comprenez rien, puisque d'un coup il y a Al Jordan qui part à l'Axe et puis d'un coup il est plus là et bref et il y a un nouveau Green Lantern et il y a une femme dans son frigo. Voilà, bon bref. Ne lisez pas Emerald Twilight, c'est vraiment pas terrible. Ne lisez pas Zero Hour non plus, hein, parce que ça vaut pas le coup. Ah ouais. Alors. Moi, rien que pour faire chier, j'avais envie de la voir. Pour faire chier, bref. Et puis moi, j'aime bien les Green Lantern. Bref, c'est une. Ouais, mais c'est pas un event Green Lantern, hein. C'est un event classique comme Crisis. Hein. Ah ouais, donc En fait, c'est une rustine de Crisis. Mais continue. Ah d'accord. Ouais, ok. Oui, parce que on le voit le Jordan dans Crisis. Je me souviens plus. Continue, on en parle après. D'accord. Donc j'avais râlé et après ils ont sorti effectivement les Chronicles où comme Panini le fait année par année ils sortent des bouts de titres patrimoine. Et ça c'est super cool, et notamment ils ont sorti les Flash, ils ont sorti la Justice League, la Justice Society of America. Enfin, ils ont sorti des trucs qui a priori ils le sortent mais ça doit pas leur rapporter des masses de thunes et c'est une espèce de petit risque avec des gros guillemets pour eux de sortir ce genre de trucs. Et là, donc, ils ressortent Crisis on Infinite Earth. Et en fait, ils le sortent avec tous les tie-in dans le même truc. Donc, vous avez un épisode de Crisis. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un tie-in, quand il y a un event qui sort, vous avez le numéro de l'event. Mais en fait, toutes les séries, elles sont impactées par l'event. Donc, forcément, les séries elles vont avoir leur épisode. Tout à l'heure en off, Cécile nous parlait de Civil War. Au moment de Civil War, et en fait comme c'est un event qui a un enjeu sur tout l'univers, et toutes les séries doivent faire répercussion à cet univers. Et effectivement, tu parlais de Spider-Man. Effectivement, quand dans Civil War, Spider-Man il révèle son identité, il peut pas dire en fait je vais pas en prendre compte et je continue à faire mes histoires de mon côté. Non, il faut forcément, on est dans un univers partagé, donc les autres séries doivent réagir. Et là, comme en plus on est dans un event où en fait ils font table rase de tout pour recommencer ailleurs, en fait ils doivent fermer leur série. Enfin, ils les concluent même pas en vrai. Hein. Et donc vous avez un épisode de Crisis et vous avez tous les tie-ins qui se suivent. Et en fait, vous avez des bouts d'histoire, de trucs dont vous n'avez aucun contexte. Parce que je vais être franc, j'ai pas lu l'éditorial parce que j'ai eu la flemme. Je sais pas si tu l'as lu, Cécile. Si, ça m'a trop hypé. Ah ouais. J'ai trop adoré. Je t'en parle plus tard, mais oui, j'ai trop adoré. D'accord, ok. Mais tu diras. Moi, je suis parti en mode. Il y avait vraiment plein de trucs. Et des personnages dont j'avais jamais entendu parler de ma vie et que je ne re-entendrai jamais parler de ma vie, puisque c'est des personnages qu'on ne reverra jamais. Il y a tout un numéro sur des nazis et avec Hitler et tout, et j'étais là, mais j'ai pas envie d'avoir ça, moi. Je veux qu'on me parle de Crisis. Donc pour être sincère avec vous, je suis allé lire juste les épisodes de Crisis plutôt que de me faire chier à lire tous les timings. Et vraiment, je trouve que de la part de Urban, c'est vraiment, ils se mettent un couteau dans le dos, quoi, en faisant ça. Enfin, il y a quelqu'un qui veut se lancer dans DC et qui
qui se dit ah bah tiens je vais essayer de enfin tout le monde parle de Crisis on Infinite Earth, c'est un event super cool, et enfin tu commences avec ça, bah t'as pas envie de t'as l'impression de d'être fait je sais pas combien il est le titre, mais je sais pas Spade si t'as un avis pendant que je cherche le titre, le prix du titre sur ce que je viens de dire, où tu ne m'écoutais pas absolument pas. Si, je t'écoutais, mais en fait, avant, on faisait la maxi-série dans un volume et un deuxième volume qu'on appelait le Companion Book pour tout ce qui tournait autour. Là, ils ont décidé de tout mélanger et c'est complètement stupide, sachant que Crisis on Infinite Earth, c'est une histoire qui se lit d'une traite. Donc là, en fait, c'est comme si tu tapais, tu voulais lire Le Seigneur des Anneaux, mais qu'à chaque fin de chapitre où déjà Tolkien t'a collé 80 pages de description, on te rajoutait un chapitre de Bilbo le Hobbit, puis après qu'on te mettait un extrait du Silmarillion derrière, et donc tu dois recoller derrière l'intrigue. Bah accroche-toi coco. Hein. Et comme à tu 36 €. Franchement, ils se foutent de la gueule du monde. Hein. 36 € pour enfin bref. Désolé. Ah ouais, là du coup il y aura 2 volumes, ça va faire 72 €. Ils auraient pu faire la même chose avec le volume et le Companion Book. Là vraiment c'est une décision éditoriale que je ne comprends pas. C'est pour faire de la thune, hein. C'est vraiment pour faire de la thune. Non, ils auraient sorti le Companion Book, ils auraient fait autant de thunes quoi. Ouais, mais parce que personne n'aura acheté le Companion Book. Enfin, mais tu commences d'essai, tu prends ça dans la gueule, tu achètes pas le deuxième. Oui, bah oui, c'est obligé. C'est obligé. Enfin, moi, j'achète pas le deuxième. Hein. Vraiment, déjà, j'achète pas le premier, mais enfin, ouais. Du coup, vas-y, Cécile. Vas-y. Non, mais. Oh, vas-y, Cécile. Bah, en fait, déjà, je sais pas si vous avez parlé de Crisis on Infinite Earth dans sa totalité, mais du coup, moi, j'ai lu que cette première partie, que cette édition française, voilà. Ouais. Bah, tu as la moitié. Le divulguérien, voilà. Bah, déjà, la couverture que j'ai mis, elle divulgue. Oui, tu te fais spoil avec la couverture. Oui, certes, c'est vrai. Mais. Qui est la couverture? Bah, non, c'est pas la même, mais c'est la même pose. Dessinée par Alex Ross de Crisis on Infinite Earth. C'est une couverture iconique, hein, donc. Bah, j'ai aussi un truc que je m'étais fait spoiler, mais du coup, je vais pas en dire. Voilà, mais j'en parlerai en off, bien sûr. Non, mais un titre publié il y a 40 ans, je pense que tu peux y aller, quoi. Ah, oui, je t'ai parlé de Barry Allen, c'est ça? Ouais. Ok. Ça, non? Non, enfin, ok, bon, je vais en parler. C'était une double page. Voilà, de The Flash. Ah oui, c'est vrai, tu en avais parlé de ça. C'est un sacrifice, voilà. Et d'après les détails que je lis dans cette première partie, je crois que c'est là où je vais enfin retrouver cette fameuse double page avec le contexte. Effectivement. Voilà, vu quand ça. Mais oui, non, les gens qui savent pas, Crisis on Infinite Earth, c'est le moment où Flash passe de c'est quand Wally West devient. C'est à partir de là que Wally West devient Flash. C'est à la fin. Ouais. Oui, c'est la suite. Oui, effectivement, c'est une conséquence de Crisis Infinite Earth. Ok. Vas-y, continue. Mais Cécile, t'en as pensé quoi globalement du comics? Alors, ce que j'ai pensé, surtout de cette édition, c'est que du coup j'ai lu l'édito, ils mettent pas qui a écrit la préface. Genre peut-être que j'ai mal vérifié les. Attends, je regarde. Cette préface m'a hypé à mort. Genre ça fait un historique de rivalité entre DC et Marvel qui avait l'avantage, enfin qui avait l'initiative avec Secret Wars. Du coup DC qui voulait fêter les 50 ans en faisant ce gros événement. Du coup la problématique avec les séries en solo, t'as le mec des Losers qui était trop fan de ce qu'il faisait, etc. Du coup il y a le système des ciels rouges. J'ai trouvé ça incroyable et limite ça m'a donné envie justement de lire certaines séries solo qui apparaissent dans ce Crisis. Après, ouais, je vous avouer, j'en ai vraiment rien à foutre des événements qui se passent en 1942. J'en ai vraiment rien à foutre des Losers. Vraiment, ça a coupé le rythme. Vraiment, j'ai pas du tout aimé. Et en revanche, dans les tie-in, j'avais bien aimé Batman, même s'il prend du coup 1/5 de ce livre quand même. J'avais quand même bien aimé cet arc narratif avec Nocturna. Mais voilà, du coup en fait j'avoue j'ai pas trop d'avis
sur l'histoire Crisis parce que justement c'est bourré de tie-in et en plus pour 500 pages du coup je pense qu'ils auraient pu mettre que du coup ce que tu as dit Spades mettre le truc principal compagnie après. C'est vrai, ils ont bourré de quoi. Enfin, c'est fou. Il y a du détective. Non, mais c'est une super idée de mettre les tie-in, de mettre les premières apparitions. Par exemple, Monitor, le personnage qui réunit tous les super-héros, apparaît en fait en 81 dans un épisode des Titans. Donc ça, c'est intéressant d'y mettre. Mais pas en plein milieu de Global Accessory, quoi. Tu casses pas le rythme comme ça. Putain, il y a même du Swamp Thing. Oui. Ouais. Oui, mais j'explique pourquoi il y a tout, en fait. Mais après, alors, tu vois, quand ils mettent un seul issue de Green Lantern, je comprends, ça peut se faire. Mais par contre, quand tu te mets 5 issues, même plus de Batman, là, c'est un peu plus difficile à diriger. Mais après, Batman savant, il a raison. Voilà, Batman savant. Mais aussi, franchement, j'avais bien aimé cet arc narratif avec Nocturna. Mais franchement, ouais, j'ai envie de lire, par exemple, j'ai envie de m'intéresser du coup à l'univers Terre 2. Où du coup la Justice League est plus vieille, etc. Ça, j'avais trop adoré ce détail. Et pour revenir du coup sur le cœur de Crisis avec le personnage de Paria par exemple, justement moi j'avais trop adoré justement les premières pages du coup où on voit les univers qui se déciment, t'as Lex Luthor et Lois Lane d'un autre univers qui décident d'envoyer leur enfant, etc. Et moi j'avais ressenti un sentiment de désespoir que j'ai retrouvé dans le manga Devilman Crybaby. Mais du coup c'est une version beaucoup plus compactée évidemment. Et voilà, parce que après encore une fois je me sentais beaucoup trop j'ai l'impression que le livre me demandait de me concentrer surtout sur les tie-in et pas trop sur Crisis, sur tout ce qui se passe avec Paria, etc. Ouais, mais il y a tellement de tie-in. Enfin, voilà, je me répète. Par exemple, franchement, alors ça du coup, ça c'est plus du coup avec aussi le fait que niveau chara design en fait, j'étais aussi pas très attiré par les comics de super-héros parce que c'est souvent les mêmes corps baraqués, etc. Il y a un chara design que j'ai trop adoré, c'est Mr. Mind. Juste la petite chenille qui est méga expressive, ça j'avais trop adoré. Qui vient de l'univers Shazam en fait. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Du coup, maintenant tu mis c'est Shazam, ouais, ça fait un peu sens maintenant. Et aussi là la partie avec les Helix 6, ça j'avais. Enfin, encore une fois, ça me semblait pas trop nécessaire. Et voilà. Non, mais j'entends regarder parce que moi, comme je les ai pas lus tous ces trucs, je découvre qu'il y a vraiment. C'est vrai. T'as le Squadron All Star là en 42. Ça, je m'en fichais. T'as les Helix 6, t'as un peu de Green Lantern, t'as pas mal de Batman. Et ça, je m'en fichais, genre je voulais... à ce moment-là, en fait, t'as Paria qui va de monde en monde, qui annonce les catastrophes, etc. Et c'est plutôt... C'est urgent, en fait. Et là, on te met, bim, plein de Batman, bim, on te met un truc qui se passe en 42. Ah, mais c'est le Swamp Thing d'Alan Moore, en plus. Oui. C'est fou. Ah oui, en fait, mais le Detective Comics, il y a 1, 2, 3, 4, 5. Tu te casses 5 issues d'affilée de Detective Comics qui n'ont rien à voir avec, qui sont dans le même élément. Ça fait un 5e du bouquin, franchement. À un moment, j'étais bien dans l'ambiance, j'étais bien imprégné, mais je me disais pas, je suis en train de lire Crisis en Infinity Earths. Non, je suis Batman. Tu passes sur Swamp Thing, tu te fais tiens. Voilà. Oh, Wonder Woman. Mais moi je ne comprends pas la décision éditoriale et j'ai beau regarder, ils ne disent pas du tout qui fait l'éditorial de leur titre. Non. C'est dingue. Mais pourtant, le texte il est bien incarné. Hein. C'est pas un document. C'est quelqu'un qui l'a écrit et qui veut bien présenter le truc. Et moi, ça m'a. En tant que néophyte, ça m'a hypé de fou, franchement. C'est con de pas signer, quoi. Pourquoi s'ils avaient juste à signer Ça doit être Thomas Hercouet, je pense, mais je suis pas sûr. Je pense, ouais. Thomas Hercouet. Ok. Un autre Thomas. Un autre. Tu penses pas il y en a.
Il y a un Pas le mec de l'original. Pas le mec de l'original, un autre, ouais. Le patron, enfin, c'est pas le patron, mais un des mecs qui gère. C'est François, non Ah oui, c'est François, c'est pas Thomas, c'est François Hercouet, ouais. François Hercouet, ok. Mais je crois qu'ils sont pas la même famille. Mais enfin, bref, on s'en fout. Spades. Oui. Explique-nous pourquoi c'est important de dire ce titre. Déjà, à mon avis, en fait, il est complètement biaisé parce que moi, je l'ai découvert à l'époque, ce titre-là. Donc, ça a été publié en France en 86. Donc chez Artima Reddit, et moi c'est là que j'ai découvert ça. Donc forcément j'ai toujours mon regard de gamin de l'époque dessus. C'est un peu comme ceux qui ont vu Goonies à l'époque et ceux qui le découvrent maintenant, on n'a pas forcément le même avis, quoi. Mais t'avais lu du DC avant, tu connaissais ça? Oui, Artima Reddit publiait beaucoup de trucs de DC à la même époque que Strange faisait pour Marvel, quoi. Ouais. Et donc c'était une belle calotte parce que narrativement en fait on a quelque chose de nouveau. Je vais essayer de faire un peu un historique. Tu vois, toi tu commençais Crisis en 61 avec le Flash of Two Worlds. Moi je commencerai en fait directement là. Parce qu'on oublie de dire un truc, en fait, c'est que que les comics de super-héros et ce qu'on appelle aujourd'hui DC, c'était pas un éditeur, mais deux éditeurs. Donc National Allied et All American Publication, qui était donc une maison d'édition avec Action Comics et Batman, et était dirigée par Donenfeld, et l'autre était dirigée par Mike Gaines. Qui donc par la suite a créé EC Comics et donc publiait lui ce qui était la Justice Society et Wonder Woman et Flash et en fait ils étaient très potes les deux boîtes d'édition, donc ils se prêtaient les personnages, puis au bout d'un moment Gaines en a eu marre, il a revendu son catalogue à DC qui a tout aggloméré. En fait la Justice Society c'est pas une équipe d'essai à la base, c'est une équipe de All American. L'équipe de DC c'était les Seven Soldiers of Victory, qui est un truc que plus personne ne connaît vraiment. Et donc le truc c'est que ils se retrouvaient avec deux catalogues, ils ont essayé de mélanger comme ils pouvaient, et arrive, comme tu le dis justement, le Silver Age, donc l'arrivée de Barry Allen en tant que nouveau Flash, qui lui en fait devient Flash parce qu'il est fan de Flash. Mais le Flash, donc, du Golden Age, qui n'existe pas dans son monde, qui est un personnage de BD. Et donc, lui, en fait, il décide de revêtir un costume rouge pour faire comme son héros préféré, et décide de porter le même nom. Et donc, quelques numéros plus tard, on a donc ça, le Flash of the Two Worlds, qui va être une rencontre interdimensionnelle où on va découvrir en fait qu'il y a deux mondes différents, où les anciens personnages de DC ont continué de vieillir, et celui de Terre 1 où on a une nouvelle génération de héros qui est très inspirée par les pulps. Par exemple, sur Terre 2, on a le personnage de V-Atom, qui est donc juste un mec de petite taille qui donne des patates de forain, puis au bout d'un moment il chope des pouvoirs atomiques, donc il donne des patates de forain atomiques. Et après, sur Terre 1, on va voir Ray Palmer qui lui aura le pouvoir de changer de taille. Et c'est l'influence en fait est un roman de fantasy qui s'appelle The Girl in the Golden Atom, qui date des années 20. On a écrit une lanterne sur la Terre 2, donc le personnage original. Scott, il porte une lanterne réellement pour essayer de combattre les ténèbres et Solomon Grundy. Et là, nous, on aura le super flic de l'espace, Hal Jordan. Donc, en fait, c'est des relectures sur des thématiques plus récentes. Et en fait, c'est en partie à cause de ce monsieur-là, Tull Pfeiffer. Tull Pfeiffer, c'est un cartooniste qui travaillait pour The Village Voice, qui était donc un journal arty de New York. Très snob, ouais. Ouais. Et donc c'est un excellent cartooniste qui a fait une très très grande carrière, et c'est aussi un fan assumé des super-héros de l'âge d'or. Et en fait, dès qu'il a commencé à avoir un peu de renommée, il a commencé à parler des comics qu'il aimait bien lire quand il était petit, de la vision qu'il en a en tant qu'adulte et compagnie. Et ça, c'est comme il connaissait très bien Julius Schwartz, qui était donc un des éditeurs de DC dans les années 50. Ils ont discuté souvent, et c'est
au gré de ces conversations que l'idée de relancer du super-héros qui s'est arrêté depuis quelques années est née, et donc l'arrivée de Barry Allen et de toute la génération de super-héros de l'âge d'argent. Le problème, c'est qu'on se retrouve donc avec deux mondes différents qui vont avoir des publications en alternance, on va dire. Et ils s'amusent, en fait, l'éditeur d'ici décide de s'amuser, de faire, en fait, tous les étés, on va faire une rencontre entre la Terre 1, donc la Terre Barry Allen et compagnie, et la Terre de la Justice Society, comme un petit événement d'un épisode. Et le problème, c'est que donc, deuxième Crisis, il présente une troisième Terre, qui est donc la Terre du syndicat du crime, donc les versions maléfiques de Superman, Batman et compagnie, qu'on aperçoit dans le comics. Puis au bout d'un moment, il commence à racheter d'autres éditeurs. Donc on parlait de Shazam et de Mr. Mind. Il rachète donc Fawcett, le catalogue de Fawcett, où il y a donc Shazam. Ils vont racheter donc Charlton Comics, qui va donner Blue Beetle et compagnie, et tout ça, ça va devenir des nouvelles terres. Et il y aura des publications de tout ça. Puis au bout d'un moment, ça fait un peu le bordel. Faut pas se leurrer, ça devient un peu compliqué. Et le truc, en fait, c'est que donc avant Crisis, j'aimais beaucoup ce qui se passait là-bas parce que ça fourmillait de milliers d'idées. T'avais des séries qui étaient pas forcément liées à la continuité. Ils avaient juste une bonne idée, ils la racontaient. Par exemple, tu avais du space opéra avec Omega Men ou Sandy Walls. Tu te retrouvais avec un titre Batman. Tu continuais à fouiller. Tu te retrouvais avec de l'heroic fantasy avec Arak, Son of Thunder ou Arion, Prince of Atlantis. Et t'avais vraiment une vraie variété de titres. Puis en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens que ça dérangeait parce que c'était pas tout lié et compagnie. Et t'as des gens, en fait, dans des comics, t'as des courriers des lecteurs. Et un coup, dans un courrier de lecteur, il y en a un qui dit ouais, mais pourquoi dans tel épisode il reconnaît pas tel personnage, ne reconnaît pas Green Lantern alors qu'il a bossé avec lui il y a 2 ans dans tel numéro. Je rappelle, les geeks de comics, faut les caillasser, c'est pète couilles, c'est pète. Et donc, en fait, ils ont décidé de tout simplifier, et de tout simplifier par l'éradication complète et la standardisation en fait de leur univers. DC ne devait devenir plus qu'un truc à super-héros. Donc le truc, ils ont cherché un moyen pour ça. Donc Marv Wolfman et George Perez ont fait leur recherche et compagnie. Ils sont venus à cette idée de tout détruire et de recommencer à zéro derrière. Donc ils ont tout détruit avec cette série, où tout simplement pendant plusieurs semaines, ils ont teasé donc un mystérieux soleil rouge qui apparaît à des endroits sans dire ce que c'était. T'as un nouveau personnage qui apparaît donc dans Teen Titans qui s'appelle Monitor et qui vend des armes aux super vilains et aux super héros. Mais quel que soit l'univers, aussi bien dans l'univers du All-Star Squadron qui est donc dans la Terre 2 que dans l'univers de la Terre 1. Et en fait, tout ça, ça va commencer à faire un jeu de piste qui va mener donc à l'arrivée de Crisis on Infinite Earths. Et donc, toute l'année où il y aura la publication de Crisis on Infinite Earths, 12 numéros, donc, et ça sera étalé sur une année, ça va être en fait d'amener la plupart des titres à leur fin. Et souvent de manière très très brutale. Et c'est très con parce que ça a sacrifié énormément de titres qui étaient vraiment excellents sans qu'on ait de chance de les revoir un jour. Ou alors c'est pour se foutre de leur gueule, comme par exemple Tom King l'a fait dans Danger Street, et pour reconstruire quelque chose de neuf derrière. Donc reconstruire quoi ? Le petit punch à Tom King gratuit, mais... Ah non, mais Danger Street, c'est j'ai vraiment... pas lu Danger Street. C'est un manque de respect total à des personnages qui lui ont rien fait, quoi. C'est des personnages anecdotiques maintenant parce que plus personne travaille dessus, mais t'es pas obligé de leur chercher à la gueule, quoi. Je sais pas, j'ai pas lu, je pourrais pas... C'est vraiment d'une bêtise phénoménale, ce titre-là. C'est juste, en fait, 3 couillons de personnages qui servent plus à rien, qui foutent la merde et qui risquent de détruire l'univers parce qu'ils sont débiles. Voilà. Donc, ceux qui ont aimé ces titres-là, allez juste vous faire foutre, selon Tom King. En gros, vous aimez des personnages de merde. C'est un peu comme ça que je l'ai pris, personnellement. Peut-être que c'est pas ça qu'il voulait dire, il voulait peut-être... Ouais, bref, je vais pas défendre un titre. Non, en fait, il a juste pris des personnages dont il connaissait pas grand-chose, et puis en se disant, c'est pas grave, plus personne n'a lu d'histoire sur eux depuis 40 ans.
Et je trouve ça d'une stupidité sans nom, genre de comportement, quoi. Il fait pas de mal à... il change rien au comics que tu as aimé. Il refait juste un nouveau truc. Bah oui, mais il fait mal. Tu peux prendre des personnages même qui ont été ridicules, en faire des trucs différents. Tu prends par exemple les Secret Six. Quand t'as Gail Simon qui reprend le personnage de Catman. Donc Catman, c'est un ennemi de merde de Batman et de Green Arrow. C'est un mec qui est déguisé en chat et puis. Ah mais c'est un méchant. Oui, à la base, oui. C'est et en fait, c'est le Batman mais version chat, quoi. Il a un costume qui ressemble à celui de Batman, sauf que c'est un chat. Puis il a des catarangs et puis il a une Catmobile. Moi, il est bien dans le frontière, donc je sais pas. Et il est très bien dans le frontière, donc. On le voit mais en fait, quand Gail Simon le reprend dans les Secret Six, elle le modifie complètement, mais tout en gardant le fait que le personnage à la base il était nul. Puis en fait, il s'est dit à un moment, ouais, non, faut que j'arrête d'être con, quoi. Il y a un moment, faut que je devienne un peu sérieux. Et elle a essayé de lui donner une autre stature, et ça fonctionne. Gail Simon est une excellente scénariste pour ça. Mais là, pour Danger Street, oui, vraiment, je trouve que c'était ridicule de faire ça. On revient sur voilà, on va revenir sur Crisis. En fait, le truc, c'est donc qu'ils ont décidé de tout dégommer et de tout reconstruire. Le problème, c'est qu'ils ont mal reconstruit. Et puis qu'il y a des trous qui sont restés dedans. Par exemple, dans les changements, dans Superman, les parents Kent sont ressuscités. Parce que jusqu'au 86, depuis Action Comics numéro 1 jusqu'au 86, les parents Kent, ils étaient morts, et en fait, il est devenu Superman en faisant le serment sur leur tombe de protéger l'humanité, parce que eux ont su l'aimer et le protéger comme s'il était l'un des leurs, quoi. Ah, mais ça faisait trop Batman, donc ils ont changé. Bah non, c'est justement Batman qui a repompé sur lui. Oui, bah oui. Non mais vraiment, c'est le truc de Batman, c'est une repompe totale sur Superman. Ah oui, mais Batman est arrivé après Superman. Donc. Et le truc, c'est l'idée de ramener les Kent, je trouve ça très bien parce que j'ai vécu ça, j'ai connu les Kent, je sais l'importance qu'ils ont pour moi et qu'ils ont pour le personnage. Et qui ont donné donc à travers la série Man of Steel de John Byrne, qui ont donné vraiment un véritable intérêt pour le personnage qu'il n'y avait pas forcément avant. Et à côté de ça, t'as Mark Waid, lui déteste cette idée, ce qui fait que dès qu'il a pu, il les a retués. Mais des auteurs comme ça qui sont et donc en fait le truc c'est que Crisis on Infinite Earths, t'as des séries qui se sont arrêtées, d'autres qui se sont lancées, d'autres qui ont été obligées d'être modifiées parce qu'elles avaient continué mais ça marchait plus. Par exemple la Légion des super-héros, donc c'est une équipe de super-héros au XXe siècle qui est inspirée par Superboy, mais comme Crisis on Infinite Earths éradique l'existence de Superman en tant que Superboy, il a jamais été Superboy, il est passé directement de Clark Kent à Superman. Bah du coup, comment tu légitimes la... Ah, c'est le truc avec Brainiac là? Hein? Ouais, entre autres. Ouais, ça. Mais le truc, voilà... insupportable à lire. Bref. Oh, il y a du bon, il y a du mauvais, hein, c'est comme tout. Hein. Il y a des très très bonnes parties de Légion. Il y a des trucs où il faut s'accrocher tellement c'est imbitable, c'est d'accord. Moi, il y a un truc qui m'a halluciné, c'est de retrouver du Kamandi, qui est un perso de Jack Kirby. Oui, mais je pense que c'est pas lié à DC du tout. Mais c'est DC. Swamp Thing, tu parlais de Swamp Thing, c'est lié à DC. Ouais. Mais quand tu décides de faire que du super-héros, bah tu peux pas mettre Swamp Thing ou Kamandi. Bah oui. Donc t'es obligé de les arrêter quasiment brutalement. Tu prends l'une des plus grosses rustines éditoriales, c'est Constantine. Constantine, lancé dans Swamp Thing, donc sous label DC. Mais le truc était tellement hardcore pour DC qui voulait faire que du super-héros lisse, qu'ils pouvaient pas le publier comme ça. Donc ils sont venus à créer Vertigo après Watchmen pour mettre Hellblazer Constantine. Quand ils ont décidé d'arrêter Vertigo, bah ils ont été obligés de rendre Constantine plus lisse que les fesses d'un bébé pour le remettre chez DC, quoi. Et c'était nul à chier. Et tu vois, tu parlais de Zero Hour
tout à l'heure, Zero Hour, en fait, c'était juste un patch pour essayer de corriger toutes les incohérences qu'ils ont provoquées pendant presque 10 ans sur l'univers d'ici. Parce que quand ils ont voulu reprendre des personnages qui étaient plus là, ils ont fait comme ils ont pu, puis ça marchait pas. Par exemple, Hawk and Dove, qui sont un duo de super-héros, un déguisé en aigle et l'autre en colombe. Ils sont dans la série télé Titan là qui est sur Netflix fut un temps. En fait, ta Dove, elle meurt lors de Crisis on Infinite Earths. Donc comment l'autre il peut continuer à faire son boulot de super-héros? Et en fait, il corrige ça dans Zero Hour, qui est une vraie crisis. Et le problème, en fait, c'est que après, t'as eu Infinite Crisis qui était là pour corriger pour patcher l'univers d'ici parce que Zero Hour avait laissé encore d'autres trous derrière, et c'est à chaque fois un merdier pas possible, qu'à chaque fois d'ici retombe dans le même piège, et c'est assez problématique. Marvel fait pareil maintenant, hein. Enfin, c'est devenu tellement... oui, non, parce qu'eux ils changent pas d'univers à chaque fois, quoi. Ils patchent pas. Le truc avec Battle World et Doom, c'est Secret Wars. Non, c'est pas Secret Wars, c'est putain, merde, comment ça s'appelle? Le truc où Doom a réuni tous les univers en un seul. Oui, c'est, je sais plus le nom. Mais déjà, c'est le truc, c'est que c'est revenu à la normale après. Ça a été. Ah non, parce qu'il y avait plus de multiverse du coup après. Il y avait plus Ultimate et il y avait. Tout était Ultimate, c'était déjà avant, hein, que c'était déjà plus ou moins éradiqué, hein, donc c'est là ils ont profité pour vraiment éliminer le truc, mais au final ils relancent un nouvel univers Ultimate. Oui, mais donc plus tard. Plus tard, pas tant que ça, hein. Là tu prends les Crisis, on s'en tape quasiment une tous les 10 ans pour pas grand chose, quoi. Je sais pas. En cherchant sur internet, moi je l'ai pas lu. Je sais pas dans quel quand c'était, puisque je continue à acheter du DC, mais je suis plus du tout comme ma pile à lire est immense. Il y a eu Dark Crisis on Infinite Earth, donc une version edgy de Crisis on Infinite Earth. Je sais pas si c'est un truc qui est sorti chez Urban ou c'était avant. Est-ce que t'as l'idée de la temporalité de ce truc? Ça doit être 2020. Ouais. La Crisis, ça doit être 2020, 2022 dans ces eaux-là. Mais en fait, Crisis Infinite Earth va juste amorcer un mouvement de quasiment tous les 10 ans, tu vas avoir une Crisis. La Crisis en 86, en 95, tu dois avoir, ça doit être la date de Zero Hour. En 2005, on a Infinite Crisis. Donc, Crisis on Infinite Earths, on détruit le multivers pour avoir plus qu'un seul univers. Infinite Crisis, on éclate l'univers pour avoir plusieurs multivers. 52, en tout et pour tout. Les New 52 avec... Ouais, oui. T'as Final Crisis, que j'ai toujours pas compris. Pourtant, j'ai lu 4 fois, mais je comprends pas ce truc. Non, c'est Grant Morrison. Mais il s'est drogué, encore une fois. Oui. C'est Grant Morrison en même temps. Non, mais c'est du grand Morrison quand il s'est bien chargé la mule avant d'écrire. Hein. Je crois que franchement, une Final Crisis, je le mets au niveau des Invisibles. C'est incompréhensible ce qu'il a voulu. C'est lié avec Multiversity ou pas du tout? Multiversity vient après. Ok, parce que Multiversity c'est pas mal par contre. Ouais, mais en fait, Multiversity c'est une conséquence de Flashpoint, qui est une crisis. Et t'as donc après Dark Crisis on Infinite Earths machin truc turbo là qui là en fait ils ont décidé en fait il y a pas 52 univers, il y en a plein. Merci. Je crois qu'on a perdu. Tu fais avancer la machine. En fait, on a passé 40 ans à se faire troller par DC. Mais au-delà de ça, le comics en lui-même, Crisis on Infinite Earths, c'est une bonne histoire pour l'époque. En fait, des maxi-séries comme ça, on n'avait pas l'habitude. À l'époque, c'est honnêtement, je pense qu'avant, t'as dû avoir quoi, le Squadron Suprême original, puis Secret Wars, vraiment en histoire à suivre sur la longueur comme ça. Ça fait partie des titres qui ont imposé l'écriture sur plusieurs épisodes.
Donc et Mark Feldman, George Perez, c'est quand même un beau duo d'artistes. Ah non, mais c'est des. Oui, mais quitte à choisir quoi lire d'eux, je vais lire plutôt les Teen Titans. Oui, pour le coup, oui, effectivement. Ça me branche déjà plus. En termes d'importance pour l'univers d'ici, c'est ultra important. Mais si t'y connais rien, il faut pas commencer par là, quoi. On va te présenter des personnages, tu sais même pas qui c'est. Ouais, c'est fou. Je me présente comme DC sexuel, donc très très fan de DC, et j'avais jamais lu Crisis on Infinite Earths parce que je me disais je vais rien biter, je connais rien de l'univers post. J'ai commencé avec les New 52, qui est pour présenter à Cécile, qui est un truc qui est arrivé quand Urban Comics est arrivé en France. C'était en quelle année 2011. 2011, ouais. Où en fait c'est exactement la même chose. Ils ont repris leur univers et ils ont décidé l'univers du DC est né depuis je sais plus combien d'années. 5 ans. Ouais. Mais Batman a eu le temps d'avoir tous les Robins. Donc il a eu un Robin par an, à peu près. Et sans Green Lantern, qui a pas été rebooté. Hein. Ah oui, Green Lantern n'avait pas été rebooté. Mais oui, parce que c'est James Jones qui gérait le truc, et c'était James Jones sur Green Lantern. Donc je dis ouais, non, moi je garde mes trucs de mon côté, je me fais mes petits trucs. Et ils avaient relancé 52 séries, donc ça s'appelait New 52. Ils avaient lancé 52 séries au numéro 1. Et moi c'est comme ça que j'ai commencé d'ici. La plupart ont pas continué jusqu'au bout, mais il y en avait n'écoute pas Space, il y en avait des très bien dans le lot. Non, il y en avait des très bien. Honnêtement, je te conseille de lire Dial H for Hero, Cécile. Ok. C'est scénarisé par Shannon Neville, donc un auteur anglais spécialiste de la weird fantasy. Et en fait, c'est juste un mec un peu obèse qui un jour a besoin de passer un coup de fil dans une cabine téléphonique, et le cadran de la cabine téléphonique est magique et lui permet dès qu'il tape le numéro à cadran qui fait héros en lettres, ça le transforme en super-héros, mais il sait pas en qui, il sait pas en quoi, il sait pas pourquoi. Et la série est fabuleuse. Ok. Et moi, je te conseille le Batman. Qui était bien jusqu'à ce que ça devienne moins bien, mais le Batman parce que Snyder est très vite, ça a devenu moins bien. Hein. Ah non, moi j'ai après c'est comme ça que j'ai commencé Batman, donc l'épisode de la qui faisait suite à la mort de Damian était une honte. Je me souviens plus comment. Moi, c'est le Batman et Robin que j'avais kiffé. Mais t'as l'épisode de Patrick Gleason qui a chialé dans Batman et Robin, qui est vraiment sublime. Ouais. Et puis dans Batman, la série Batman, parce que Snyder, il écrit juste comment elle s'appelait la meuf avec les cheveux bleus qui était tout le temps près de lui. Spoiler. Hein? Non, spoiler. Non, c'est pas spoiler, c'est ah merde, comment elle s'appelle? La pseudo Robin, là, c'est une mec que personne n'a voulu. Donc, à la preuve, personne n'a retenu. Parce qu'il a fait Signal après. Et mais cette personne-là qui essaie de se faire passer pour un Robin version Wish, qui le convainc que ouais, mais si ça va pas, c'est pas si grave, hein, faut résister. Ah ouais, t'as raison. Putain, va crever, Snyder. Oh putain, c'est honteux d'écrire ça. Le mec perd son fils. De Morrison. Enfin bon, on est en train de parler, mais tu comprends pas. En fait, Batman était rebooté, mais Grant Morrison qui faisait Batman Incorporated continuait, et en fait Grant Morrison a créé le personnage de Damian. Et il a décidé qu'à la fin de son run, il butait le personnage. En fait, et Damian, qui est donc le fils de Bruce Wayne. Ouais, fils et le meilleur Robin de tous les temps. Voilà, ce sera dit. Du coup, les autres séries sont impactées par il faut pas, tu tues un personnage, faut bien le faire. Et comme le disait, et je l'ai répété 40 000 fois, c'est un des comics qui m'a fait pleurer pour de vrai. L'épisode de Batman et Robin Requiem de Patrick Gleason et Peter Tomasi, où tu vois Batman, c'est un épisode complètement muet, où tu vois Batman se battre, tout faire pour oublier la mort de son fils, et après pleurer. En gros, pour expliquer, Damian, c'est un psychopathe de 9 ans.
C'est vraiment un sociopathe fini qui a été élevé par une secte d'assassins et compagnie. Et quand il arrive auprès de Batman, il vient avec la mentalité de je suis le plus grand assassin du monde. C'est un gamin qui a aucune limite à la violence et compagnie, et au contact de Batman, du coup, parce que pendant un moment Bruce Wayne sera mort, mais il va mieux après, comme d'habitude dans les comics. Donc c'est Dick Grayson, donc Dick Grayson qui reprend le flambeau et qui va en fait cadrer Damian, et t'as en fait une super relation entre les deux qui s'installe. Ouais, la série avec les trois. Et donc, quand arrive le New 52, il décide de rendre le rôle de Batman à Bruce Wayne, qui donc se retrouve avec son fils, qui a du mal avec. Qui n'est clairement pas un bon père. C'est pas un bon père, mais c'est pas un bon fils non plus. Oui, c'est compliqué tous les deux. Et donc, en fait, t'as un épisode où il meurt assassiné par Grand Papy, de façon Damian. Ouais. Et cette mort... elle est vraiment montrée de manière ultra violente. C'est pas une mort mise en revue. Non, il se prend une lame de sabre à travers tout le corps. C'est un gamin de 9-10 ans à ce moment-là. Donc, je te jure, l'image, elle est pouf. Et le truc, c'est que c'est censé impacter quand même Bruce Wayne. Et t'as donc 2 séries à ce moment-là, donc Batman et Robin avec Peter Tomasi et Patrick Gleason. Voilà. Qui te font un épisode. Ouais. Ce qu'on appelle en offside, où en fait ils ont pas le droit de mettre de dialogue, et en fait les seuls dialogues c'est une lettre de Damian à son père qui le remercie en fait pour tous les moments passés ensemble, que grâce à lui en fait il a compris l'importance de la vie humaine et compagnie, et il a juste récupéré une perle du collier de sa grand-mère maternelle qui était morte dans Crime Alley, la mère de Bruce Wayne. Il a été chercher cette perle dans les égouts pour l'offrir à son père, et en fait Bruce Wayne trouve ça et forcément fond en larmes. Et d'un autre côté, t'as donc Scott Snyder qui fait aussi un épisode qui traite de la mort de Robin, où il s'en bat les couilles littéralement. Mais oui, parce qu'il est en milieu d'un event et on vient de lui péter les couilles à lui dire mais en fait il faut que tu fasses un épisode. Non, faut arrêter de justifier Snyder comme on veut. Il a jamais voulu de Damian. Il refusait de le mettre en scène. Il a fait cet épisode parce que ça l'emmerdait de parler de Damian. Oui, bah oui, il voulait laisser Robin à lui. Oui, bah oui, mais il y a un moment, tu fais un travail corporate, tu respectes les règles corporate, quoi. Il y a un moment, il était là pour... Je vais arrêter de me défendre parce que j'aime pas ce qu'il fait, mais... Et puis honnêtement, c'était épouvantablement mal écrit, quoi. Tu perds ton gamin, on dit faut résister. Ouais, d'accord. Voilà, c'était l'épisode de Batman. Et après, il fait Batman avec des couteaux dans les oreilles et tout le monde le peut dire. Ah, mais qu'est-ce que j'ai ri avec ça, putain. Donc l'absolu de Batman. Oui, et c'est lui qui fait absolu de Batman. C'est lui qui gère tout le truc. En fait, ses oreilles de Batman, c'est des couteaux. Son logo Batman, c'est une hache. Mais pour l'utiliser en hache, faut qu'il prenne, tu sais, les queues de poil Tefal pour le coller à son emblème pour sortir la hache. Ah, je crois que j'ai rarement autant ri. Une hache non létale, parce qu'il n'a pas le droit de tuer des gens. Donc quand tu donnes des coups de hache, mais tu fais attention à pas tuer les gens, parce que la hache est très émoussée en fait. Voilà. Bah voilà. Non, mais vraiment, le absolu de Batman. D'un côté, je suis obligé de le trouver nul parce qu'il est pas bon. Mais d'un côté, j'ai tellement rigolé que j'ai envie de l'aimer, quoi. Et puis le Batman qui est ouvrier, mais qui a une, enfin bref. Lisez pas, parce que le Batman c'est vraiment de la merde. Ah non, mais c'était drôle. C'était drôle. Mais du coup, moi je vais être clair avec vous. Je vous conseille pas cette édition de Crisis on Infinite Earth. Je peux clairement pas dire lisez-le, parce que c'est pas terrible. On va être là, enfin vous perdez 30, enfin c'est super cher en plus, vraiment 36 €, c'est cher. Je sais pas quelle gueule a le titre. Je sais pas si c'est du souple ou si c'est la pagination. Moi, à un moment, en fait, à force de me prendre des tie-in, je me suis dit, j'ai l'impression que je me suis abonné à DC Comics. Non, mais vraiment, ouais, quitte à faire ça, autant qu'ils sortent un numéro par mois et tous les épisodes de toutes les séries en même temps, quoi. Ça irait tellement. Ce sera un loot box après.
Mais en fait, ça ferait joli qu'ils frisent sur ton étagère. Ils ont arrêté de faire les ah bah non, Dark Crisis c'est sorti chez. Ah non, c'est un vieux truc. J'allais dire c'est sorti chez. Bon, c'est bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, en fait, ils faisaient ce qu'ils faisaient dans les kiosques où t'avais des séries de toutes les séries en même temps. Mais sauf que c'est à 36€. Voilà quoi. Ça fait un peu plus mal au cul. Ouais, mais bon, là, il y a au moins 600 pages, quoi. Faut oui, être honnête, 600 pages. Yes. Et puis c'est pas certainement pas du petit format, et puis c'est pas doit y avoir quand même une plus-value, on va dire, au niveau de la fabrication. Moi, je me demande si c'est pas du souple, hein. Parce qu'ils disent DC paperback. Je sais pas si alors c'est pas du souple. C'est du souple, alors. 36€ pour du souple, ça fait mal au cul quand même, hein. Oh. Ouais, je sais pas. Non, c'est pour autant de pages, ça me choque pas, quoi. Ouais. Le problème, c'est autant de pages pour rien, quoi. Ouais, autant de pages pour des trucs dont tu t'en fous, quoi. C'est ça le problème. Enfin, il y a tellement à jeter. Il est bien l'épisode de Swamp Thing au moins? Je sais même pas lequel c'est, donc. Ça me semblait pas très utile. Ah putain, bon, il faut que je peux dire pareil pour les losers de toute façon. Donc. Faut que je te la prête, la série de Moore de Swamp Thing, elle est incroyable, vraiment. Enfin, il faut la lire au moins une fois. Elle est incroyable. C'est une série. Est-ce que c'est le fils du dessinateur mexicain qui le attends, je vais te dire de qui. Ouais, tu j'ai oublié son nom. C'est Steve Bissett, hein, en original sur le Swamp Thing. Ouais, bah c'est le même, ouais, c'est Steve Bissett, ouais. Ah, ok, moi j'ai quelqu'un d'autre en tête, mais tant pis. Et t'as aimé les dessins là du coup sur cet épisode? T'en as pas? Non plus, je t'avoue. Ouais. Mais en vrai, pour moi, le pire passage là dans cette collection, c'est alors déjà, je voyais la liste de tous les dessinateurs. Évidemment, vu mes connaissances, j'en connais très peu. J'en connais que 2. Déjà, Todd McFarlane, parce que il avait animé un clip pour Korn. Mais il a fait la pochette de Korn. Oui aussi. Il fait aussi la pochette. Et numéro 2, Joe Kubert. Voilà, parce que j'avais lu Green Beret il y a très longtemps. Bah, la famille Kubert, ils sont connus. Hein. Et du coup, je vois Joe Kubert dans le truc, je me dis ah chouette. Et en fait, je tombe sur son passage. En fait, c'est pas vraiment lui qui a dessiné. C'est très bizarre. C'est un chapitre avec Hawkman qui va sur une planète. Et c'est pas vraiment lui qui dessine, c'est quelqu'un qui s'appelle Al Delinges. Ah oui, je vois. Ce dessin Mike Clark, Alvarado. Mais j'ai pas pigé en fait. Il a recopié les dessins. Je sais pas. Donc, mais le rendu, on dirait de l'IA en fait. Oui. C'est vraiment une qualité de bout en bout. Et aussi, je tiens à dire dans ce Infinite Crisis, le masque de Hawkman, il me dérange. Genre la langue qui sort par ce qui est censé être. Je sais pas si c'est la bouche. Bah non, parce que si c'est le bec. En fait. Non, si c'est le bec qui est ouvert et t'as la langue. Ok, donc il a constamment la bouche ouverte. Super. Bah c'est le costume. En fait, c'est le Hawkman originel du All Star Squadron, donc de la GSA. Donc oui, à l'époque, il était déguisé avec une tête complète d'aigle. Un peu comme dans le JDG quand il se déguise en super-héros, qu'il y en a un qui fait Canarman et puis l'autre Super Pigard, un truc comme ça. Mais c'est tellement uncanny, putain. Bref. Le pire, c'est de Dr. Polaris. Hein. Le design de Dr. Polaris, ça fait mal. Le mec a un aimant sur la tête. Ça va, je connais pire. Mais voilà, genre. Et même le design du monitor, il est dégueu. Je suis désolé, mais il est moche. Moi, je l'ai vu, j'ai cru que c'était un méchant direct. Il a pas une tête de mec. C'est fait exprès pour. C'est fait exprès, ouais, peut-être, ouais. Ah oui, parce qu'il avait introduit avant. Oui. Ouais, et ils l'ont introduit en vendeur d'armes pour les super vilains. Donc. Oui, je vois ce que c'est dit. Effectivement. Il n'y a pas censé y avoir la question aussi dans le lot, parce que je l'ai pas vu. T'as une mention je crois, hein, parce qu'en fait t'as un passage où on voit plein de personnages qui bougent. On connaît, du coup, ouais, je crois avoir perçu la question, mais du coup c'est un caméo à ce stade. Peut-être que je le reverrai dans la deuxième partie. Voilà.
Et Robotman, c'est le Robotman de Doom Patrol ou c'est un autre? Normalement, c'est celui de la Doom Patrol. Ah, putain. Il faut que tu lises la Doom Patrol, Cécile. La Doom Patrol, c'est tellement bien. C'est tellement bien, la Doom Patrol. Ouais, mais pas la version Grant Morrison. Ah, si. T'as un personnage dans la Doom Patrol, c'est une rue. Et voilà. C'est, je sais plus comment elle s'appelle. Elle s'appelle comment déjà? Putain, merde. Enfin, Toby, non? Ouais, Toby the Street. Et c'est une rue. C'est vraiment une rue. Et c'est un personnage de la Doom Patrol. Et c'est que des trucs comme ça. Et c'est trop bien. Vraiment, fou. Bref. Ouais, mais c'est pas le meilleur run pour moi de. Et celui de Gérard Way, il est bien aussi. Non, bah non, certainement. Moi, j'aime bien celui de Gérard Way. C'est. Déjà, je donne plein de trucs. Déjà, dans la Doom Patrol, t'as un vilain qui lance des roquettes avec son pénis. Non, mais la Doom Patrol, la Doom Patrol, c'est c'est les Avengers ou la Justice League, mais des mecs trop creepy et trop bizarres. Et c'est trop bien. C'est que des freaks. Et du coup, il y a Robotman, il y a, même là, pour le coup, je crois que c'est une des seules séries télé CW qui était bien. La série Doom Patrol, elle était pas trop mal. Elle avait un peu l'esprit de la série. Il y avait Timothy Dalton qui faisait leur espèce de, parce qu'ils ont un espèce de faux le chef. Ouais, ils ont un faux Xavier. Il y arrivait avant Xavier, non? La Doom Patrol existe avant les X-Men. Ouais, donc c'est Xavier qui est une copie de... Non, ni plus. Ah, il y avait encore un autre truc avant. Ouais, bon, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, les comics à l'époque s'intéressent beaucoup à la science-fiction qui a été écrite 20, 30, 40 ans avant. Et une réponse d'autre chose. La référence de la Doom Patrol et des X-Men, c'est un roman qui s'appelle Les Plus qu'Humains de Theodore Sturgeon. Ah oui, on a parlé de ça. Donc je suis un énorme fan de cet auteur. C'est un des romans qui est le plus important pour moi. Ma chérie m'a offert un roman dédicacé par Sturgeon longtemps avant sa mort, parce qu'il est mort, je crois, en 82 quand même. Les Plus qu'Humains, ça raconte l'histoire de jeunes qui se découvrent des pouvoirs et qui se réunissent en une entité. En fait, en un groupe qui est aussi une identité qu'on appelle le Gestalt. En fait, c'est aussi la source de Sense8. Et que ça soit Sense8, Doom Patrol ou X-Men et les Plus qu'Humains, en fait, c'est vraiment des personnages marginaux qui sont obligés de trouver leur place dans la société, quoi. Et donc la Doom Patrol, ouais, c'est vraiment que des personnages mais totalement esquintés. T'as donc Robotman qui est un pilote de NASCAR qui a eu un accident. On a pris son cerveau, on l'a mis dans un corps de robot sans lui demander son avis. On lui a pas demandé son avis. Le mec se retrouve dans un corps de robot, il est pas trop. Crazy Jane, elle s'appelle Jane, elle est crazy. Mais le problème, c'est qu'elle est aussi, elle est aussi schizophrène, et en fait, chacune de ses personnalités multiples a un pouvoir différent. Donc, ça, en fonction de la personne qui arrive, elle va réagir différemment. T'as un Negative Man qui est un homme d'énergie négative, qui en plus, dans la série télé, je crois qu'ils l'ont rendu gay. Ouais, je crois, ouais. Parce que t'as une bonne idée, ce qui colle bien. Dans les comics, on a quand même une femme qui se sert de son sang de menstruation comme arme, et donc un mec qui lance des roquettes avec son pénis. Oui, non, mais la Doom Patrol, c'est n'importe quoi. Il y a Flex Mentalo qui, selon le muscle qui l'étire, il a un pouvoir différent. Enfin bon, et il se balade avec un slip léopard. Mais vraiment, même celle de Grant Morrison, elle est trop bien. Non, mais elle est super, la série de Grant Morrison. Mais celle de Rachel Pollack, qui était juste après, c'est quasiment personne la connaît, mais c'est un bijou. C'est vraiment, c'est hyper militant en plus pour l'époque. Vraiment, c'est à lire. Hein. Et les couves de Putain merde, c'est qui fait les couves de Grant Morrison?
elles sont trop belles ces couves. Bah, ça dépend. Sur Animal Man, c'était Bolland, mais sur Doom Patrol, les couves de Bolland. Les couves de Bolland sur autant je vais me faire hurler dessus. Je déteste Bolland en intérieur, mais en couve il fait des trucs de malade. C'est ouf. Les couves qu'il a fait pour Flash aussi, elles sont trop belles. Toutes ces couvertures, hein, c'est un des meilleurs cover artistes du milieu, quoi. Attends, j'essaie de t'en trouver une. Animal Man, celle iconique de Animal Man. Vas-y, si tu la trouves vraiment, tu peux lui mettre un lien. Mais vraiment, enfin, je suis désolé, on a fait que digresser, mais c'est pour vous dire, allez acheter. Enfin, il y a plein de trucs géniaux dans DC. N'achetez pas Crisis, achetez tout le reste. Non. Si vous connaissez l'univers DC, Crisis, c'est un passage obligé. Ouais, mais achetez plutôt l'intégrale où il y a que les. Ouais. Ou alors achetez en VO la maxi série et le companion book. Hein, vous aurez le même contenu, voilà. mais lisible en fait. Bon, après c'est cool parce que, enfin, je sais pas si ça va donner de l'argent à Perez et à son, parce que il faut le dire, bon, lui a eu plus de chance que certains, mais excuse-moi, les auteurs de comics, je pense à, bon, c'est la même personne que je nomme à chaque fois, mais on en avait parlé avec Space déjà, Bernie Wrightson, qui est un des mecs tu verrais ce qu'il est capable de faire, notamment son Frankenstein, qui est ouf. Il a fait du Swamp Thing. Enfin, c'est un pilier du roman d'horreur, du comics d'horreur, qui dessine comme une bête. Et qui a fini à la rue pratiquement à cause de ces problèmes de santé, parce que les États-Unis et le système de santé, c'est trop cool. Et comme quand tu fais du work for hire, donc quand tu bosses pour DC ou Marvel, tu travailles pour un contrat, donc tu ne touches pas de royalties sur tout ce que tu as fait. Une fois que tu as été payé, c'est fini, quoi. Et pourtant DC continue à utiliser tes créations et à utiliser tout ce que tu fais, et tu toucheras rien. Et t'as plein de gens qui finissent dans des conditions un peu. Peter David qui est mort l'an dernier, où il a dû faire des GoFundMe pour financer ses soins, alors que Peter David, t'as la moitié de l'univers Marvel qui n'existe pas, quoi. C'est une honte. Vraiment, pour Peter David, ça a mis en colère vraiment tout le monde à l'époque, parce que le fait que le mec soit obligé de faire un GoFundMe pour avoir les soins pour essayer de rester en vie, et qu'à côté de ça t'as des gens qui exploitent les personnages qu'il a créés, comme un certain James Gunn par exemple, qui se dédouane en disant ouais, mais j'ai retweeté sa page GoFundMe. Ferme ta gueule, c'est même pas la peine de parler, quoi, quand on arrive à ce point. C'est après il faudrait réviser je sais pas comment on peut, c'est tellement tout un système à revoir, mais c'est fou. Et je sais qu'à l'époque de la mort de George Perez, DC avait réagi, et ils avaient même, je crois qu'ils ont fait, Marvel. DC et Marvel ont proposé. Je sais pas si tu sais, Cécile, c'est aussi George Perez, excuse-moi, qui a fait une espèce de crossover entre Marvel et DC, où t'avais les Avengers et la GLA qui se rencontraient. Et il avait fait, dans les années 80, il avait fait les Teen Titans et les X-Men, les deux grosses séries qui cartonnaient chez les deux. Et c'est lui et Marv Wolfman qui avait géré le crossover, quoi. Et ça faisait des années qu'ils avaient pas ressorti la série, parce que ils étaient un peu en bisbille les deux. Et du coup, à la mort de George Perez, ils ont proposé de ressortir la série. Et du coup, une partie, parce que je pense pas tout, mais une partie des revenus allait à une asso qui s'appelle Heroes, qui revient aux auteurs de BD qui sont dans la merde. Je sais pas si du coup une partie de ce que Crisis on Infinite Earth va ramener en France, je pense pas, mais à donner des sous un peu pour George Perez, parce que il le mérite, et que c'est un grand artiste,
Non, mais déjà de base, tous les titres qui sont vendus, ne serait-ce qu'aux États-Unis, devraient avoir au moins un pourcentage qui tombe dans les escarcelles de la Hero Initiative, qui était l'association aux questions. Ouais. Parce que c'est pas normal en fait que les personnes qui font vivre ces personnages-là depuis plus de 90 ans maintenant. Ouais. C'est fou. En fait, que ces personnes-là crèvent dans la misère, quoi. C'est juste inacceptable. C'est marrant, cet après-midi, je discutais avec Margot Saltel, donc on avait eu la semaine dernière, et qui fait partie de l'équipe maintenant en plus, trop bien. Donc qui a fait du comics, qui a commencé par du comics parce qu'elle a bossé sur Comixology, et elle a fait du Star Wars Adventure. Et je lui disais, là elle était en dédicace, et elle avait que ces trucs de franco-belge en dédicace. Et je disais, t'as pas ramené de comics? Et elle me fait, non, parce que, en fait, moi, j'ai que je vais pas vendre des BD, parce qu'elle a des floppies en US, de ces trucs, qu'elle a eu qu'elle a sorti aux États-Unis. Mais, en français, on lui a même pas dit, parce qu'elle pensait savoir que ça avait été traduit. Mais personne ne lui a dit, oui, tes comics ont été traduits. Elle est plus dans la boucle. Ouais, elle est plus dans la boucle, donc forcément. Son boulot est fait. Maintenant, en fait, elle est juste une intérimaire, quoi, pour le milieu. Ouais, c'est ce qu'elle disait. Je fais du work for hire. Je ne touche aucun argent sur quoi que ce soit. C'est comme ça que ça marche, quoi. Non, mais au-delà de la question d'argent, c'est même pas qu'une question d'argent. C'est une question de respect des personnes. Quand t'as des mecs comme George Pérez, comme Peter David, comme Bernie Wrightson et compagnie, les mecs, ils ont passé 30, 40 ans dans le milieu, ils sont potes avec tout le monde, ils ont travaillé pour tous, ils ont créé des personnages qui sont devenus emblématiques. Puis en fait, démerde-toi. Ouais, je suis peut-être un peu utopiste, mais c'est pas dans ce monde-là que j'ai envie de vivre, moi. Mais quand tu vois, ils aient même pas créé un personnage, mais ils ont fait le design d'un costume, et que le costume sort dans une figurine, il faudrait qu'ils puissent toucher un truc sur le design de leur. Je vois par exemple Jim Lee qui a fait, je sais pas si c'est lui qui avait designé tous les X-Men 97, mais ou 87, je sais plus, mais il ressort tout le temps. Ces designs-là ressortent tout le temps, et il doit toucher rien du tout. Et je pense que c'est une des raisons pour laquelle il a claqué la porte de chez Marvel pour. C'est la raison pour laquelle ils sont partis de chez Image, pour créer Image, parce qu'ils en avaient marre en fait de travailler puis d'avoir une petite tape sur le dos puis aller rentre chez toi, quoi. C'est ça. Mais Jack Kirby, qui est quand même le roi des comics, qui est considéré comme étant le plus grand dessinateur de comics de tous les temps. C'est le mec qui a été une influence majeure pour des dessinateurs à travers le monde, que ce soit de Tezuka ou Möbius, ils sont tous reconnus de l'influence de Kirby, quoi. Kirby, quand il est parti pour faire le Force World chez DC, c'était pour la même raison, parce que il a créé tout l'univers Marvel et il avait le droit à rien. Et du coup, il a créé Kamandi chez Marvel, chez DC. Il se retrouve il paraît qu'il a jamais vu la planète des singes. Je dirais pas que je le traiterais de menteur, mais pas loin quand même. Mais je l'ai pas lu, ça a l'air. Faut que je lise plus. Mais j'ai pas lu ces New God aussi parce que c'est lui qui a créé les New God chez DC. Est-ce que tu sais ce que c'est au moins les New God, Cécile, parce qu'ils disent ça? Oui, non, mais à ce stade. Là, je ne fais qu'entendre deux mythologistes qui débattent. Les New God, en fait, c'était un ensemble de séries que Jack Kirby a créé chez DC en arrivant chez eux. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Eric von Däniken ou de la mythologie des anciens astronautes? Non, mais est-ce que c'est dans le même style que les Eternals? En fait, les Eternals, c'est franchement, les Eternals, c'est quand Jack Kirby quand il est retourné chez Marvel, comme il peut pas continuer les New Gods, il a recréé les New Gods sous le nom d'Eternals. c'est ça. Et tout ça vient en fait des élucubrations d'un type qui s'appelle Eric von Däniken, ça doit être un Suédois, qui disait qu'en fait notre planète avait été visitée par des extraterrestres et qu'on était en fait le fruit
d'altérations génétiques qu'ils avaient commis, et que donc chaque fois qu'ils venaient, on les interprétait comme des dieux. Et il a plein de preuves dans son musée qui est en Suisse. Il a plein de preuves made in Taïwan, mais des preuves quand même, quoi. Oui, si t'as jamais lu les New Gods, James, c'est une expérience. Moi, j'aime bien, mais ça fait très daté maintenant. Mais moi j'adore le dessin de Kirby, hein, vraiment. Oui, mais pas qu'au niveau du dessin. Au niveau t'as vraiment la narration, t'as des références. Faut vraiment s'accrocher. Puis en plus, c'est traduit tout le temps avec les pieds. Moi j'avais lu son merde, le démon Etrigan. C'était trop bien. Etrigan. Avec des références à Shakespeare tout le temps. Oui, il parle en vers. Oui, il parle en vers et tout. Non, vraiment. Mais les New Gods, en fait, le problème c'est que t'as beaucoup de jeux de mots qui sont intraduisibles et que t'as soit des traducteurs qui vont essayer de les traduire et faut pas. Ou ils vont pas les traduire et d'un côté tu passes à côté du jeu de mots, genre Mr. Miracle, Scott Free, ça veut dire s'échapper. C'est une expression qui veut dire s'échapper. En ennemi Orion des New Gods, il a des ennemis qui s'appellent les Deep Six. En français ils ont traduit ça par les six profonds, c'est la traduction littérale, mais en fait ça veut dire 6 pieds sous terre. Et du coup, c'est lui qui a créé Darkseid, puisque Darkseid est fait un personnage des New Gods. À quel point il a marqué. Toi aussi, tu as. Moi, je l'ai raconté 40 fois, mais ma première version ma première vision de Avengers de Joss Whedon, quand on voyait Thanos à la fin, il y a un abruti dans la salle qui a crié « Oh putain, c'est Darkseid !» C'est là, mais. What? Bref. Et c'est aussi dans cette vision de Avengers de Joss Whedon, où on attendait devant la salle de cinéma, on voyait les gens sortir et on a vu un mec sortir avec un concombre dans la main. Et toute ma vie, je me demanderais que cette personne a fait avec son concombre dans cette salle de cinéma. Voilà. Et je sais pas si j'ai envie de savoir en fait. On a beaucoup parlé. On a beaucoup dit qu'il fallait pas lire. Du Marvel l'édition en plus, c'est bien. Non, mais allez lire. Il y a plein de trucs bien qui sortent chez DC. Peut-être pas. Mais allez. Franchement, les Chronicles, c'est très bien. Notamment le run de Mark Waid sur Flash qu'ils ont ressorti. Du coup, avec Wally West, l'arrivée, comment Wally West arrive et devient un vrai personnage intéressant. Puisque comme Damian Wayne, Wally West c'était un peu un petit con au début, mais grâce à Mark Waid, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure sur le Discord. Batgirl, Barbara Gordon en Batgirl, on la réhabilite depuis quelques années, mais faut dire la vérité. À l'époque, c'était Barbie Batman. C'était une nullité absolue comme perso. Mais nous, on continuera. On fait partie de la team de Spades. Et on continuera à militer pour que Batgirl, que Barbara redevienne Oracle, puisque ça faisait de la représentation cool pour les personnages handicapés. Et c'est vraiment dommage de l'avoir enlevé, parce que le personnage en tant qu'Oracle était super intéressant. Elle avait pris une vraie importance dans l'univers, et c'est dommage de plus avoir un personnage comme ça. En fait, ce qui est d'autant plus triste avec l'histoire de remettre Barbara dans le rôle de Batgirl, c'est que ça tue d'autres personnages qui sont super intéressants. Cassandra Cain, qui a été la Batgirl après No Man's Land, justement, qui est donc une non, spoiler, c'est un autre personnage, c'est Stephanie Brown. Oui, putain, mais je l'ai confondu avec son 40. Et Cassandra Cain, en fait, c'est une asiatique qui est la fille d'un. Oui, c'est celle qui parle pas. Voilà, ce qui est, en fait, c'est son père était tueur à gages, il l'a entraîné depuis sa plus tendre enfance à être une arme, et elle a jamais appris à parler, et elle a appris à lire, en fait, les gestes des gens, ce qui fait qu'elle est devenue une combattante hors pair, parce qu'elle est capable de comprendre
Et donc ils l'ont mis en duo avec Barbara Gordon, qui était donc paralysée suite à Killing Joke. Et la relation entre les deux, elle est superbe. Et vraiment, tu vois toute une évolution de Cassandra Cain qui au fur et à mesure se fait des amis, commence à s'ouvrir au monde et à apprendre à parler réellement. Et t'as une vraie une vraie récompense en suivant ce personnage-là au fur et à mesure. Que en fait, remettre Barbara Gordon juste parce que c'est le personnage que tout le monde connaît, juste pour une raison financière, je trouve ça stupide, quoi. Je suis d'accord, hein, ça reste du comics mainstream, c'est pas fait pour être artistique ou revendicatif, mais l'un n'empêche pas l'autre aussi, quoi. Et puis, comme je l'ai déjà dit plein de fois, étant une personne qui a failli être aveugle, avoir au moins une fois dans ma vie un personnage comme Barbara Gordon qui était une handicapée, qui m'a montré qu'être handicapé, ça veut pas dire la fin du monde, que ça veut dire que tant que le cerveau marche, bah tu peux continuer à te dépasser en permanence. C'est tellement important que m'avoir volé ce personnage-là, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. C'était Orphan, le nom qu'elle a repris après. Je me suis trompé. Excusez-moi. Et je coupe Spades qui disait un truc très important. Non, c'est pas ça, mais c'est quand on parle de la représentation, ouais, mais bon, on peut se retrouver dans tous les personnages. Quand vous avez jamais été dans le cas d'être marginalisé, le jour où vraiment on vous présente un personnage qui vous correspond, qui vous représente pas d'une manière ridicule, tu prends, je suis un énorme nerd, je suis un geek, tout ce que tu veux. Toute ma vie, quand on m'a montré des geeks ou des nerds ou des gars comme moi à la télé, dans les films et compagnie, c'était des mecs pathétiques, ridicules. C'était le mec qu'on enfermait dans les casiers, dans les séries américaines, à tel point que on était tellement insultés les geeks que Jerry de Parker Lewis, on l'a trouvé cool, alors que quand même c'était un mec qui se faisait maltraiter en permanence. Le jour où c'est une série de merde, mais vie aussi, je sais même plus le nom en français de cette série. Californication. Newport Beach. Pardon. Newport Beach. C'est une série à la con, hein, c'est une série pour ados, c'est du Dallas pour ados. Non, mais quand on nous a sorti Seth, qui était juste un geek, qui était un mec normal, bah putain, ça m'a fait du bien. Et la représentation, ceux qui disent que ça sert à rien, c'est ceux qui en ont pas besoin. Oui, bah totalement. C'est que vous avez pas de. Enfin, si vous dites ça, c'est que vous avez eu de la chance. Vous avez pas d'empathie et vous n'êtes pas capable de faire excusez-moi, d'avoir de te reporter sur quelqu'un d'autre. C'est juste des privilégiés qui ont pas eu la chance en fait de pas se sentir concernés, quoi. C'est tu prends, moi quand j'étais petit, plus grand, plus vieux, je voulais être Bruce Lee. Parce que moi, avec mon regard de petit blanc, c'était facile de m'identifier avec un asiatique, parce que je voyais pas en fait l'importance que Bruce Lee pouvait avoir pour les personnes asiatiques, quoi. Et c'est le jour où un copain asiatique a vu des films chinois pour la première fois à la télé, qui a fait ils sont comme moi. C'est ce jour-là que j'ai compris qu'il y avait un truc, quoi. Ou comme le dit Whoopi Goldberg, la première fois qu'il a découvert Uhura de Star Trek, quand elle était toute gamine, qu'elle s'est retournée vers sa mère, maman, regarde, il y a une noire à la télé et c'est pas la femme de ménage. Oui, et puis c'est pareil pour les personnes queer et pour les il faut une représentation, c'est important la représentation. Todd Chavez dans BoJack Horseman, ça m'a beaucoup impacté et ça reste d'ailleurs à ce jour la meilleure représentation asexuelle que je connaisse en fiction. J'ai jamais vu BoJack Horseman, donc je te crois sur parole. Alors comment ? Ouais, non, c'est moi les trucs dépressifs, je peux pas, je suis dépressif par nature, ça me fait pas de problème, hein. Non, c'est un dessin animé très cynique, je raconte pas tout le monde. Ouais, j'ai bien compris ça au bout de j'ai adoré BoJack Horseman, mais parce que j'aime bien me complaire dans ma dépression. Tandis que moi non, hein, moi ça fait 40 ans que je la combat, j'aimerais bien continuer à réussir. Ah bah pareil, ça fait 43 ans et je continue à me complaire mais parce que j'aime me faire mal et écoute, est-ce que tu lis du Tilly Walden? Non, je ne lis pas du tout. Je vais m'y mettre alors.
Surtout Spinning, c'est le genre de comics où on se complaît beaucoup dans sa dépression ou sa solitude. Je lui ai fait lire Rosalie Lightning, hein, donc. Rosalie Lightning, parfait pour se complaire dans la. C'est il y a une émission dessus. On expliquera à Cécile ce que c'est. Et je suis sûr qu'il va vouloir le lire après. Non, je pense pas. Non, en vrai, ça pourrait l'intéresser, hein, parce que c'est intéressant. En vrai, c'est un bon comics. C'est faut le lire à un moment dans ta vie où ça va, hein, pour aller moins bien après. Ouais. Okay. C'est un bon comics, mais c'est pas facile à lire. C'est vraiment, mais lisez-le. Et encore une fois, comme on s'était de l'été où on a fait tout ça. Moi, je continue parce qu'on parlait de Kubert tout à l'heure. Il faut republier Fax de Sarajevo de Joe Kubert parce que c'est un titre essentiel. C'est un titre essentiel et qu'il faut le lire, quoi. Et que c'est une honte qu'il y ait aucun éditeur qui a repris ce titre. Surtout maintenant, quoi. Et quand tu vois les États-Unis et ce que c'est en train de devenir, tu te dis il faut relire ce genre de titres et il faut comprendre ce que c'est la guerre et ce que c'est. Ouais, mais bon, d'un côté, quand on a traité l'émission, on a quand même mis Israël dans le mauvais camp, parce qu'il est la vérité. Hein. Moi, je redis pas du tout mes paroles là-dessus. Hein. Moi aussi. Mais en tant qu'éditeur, s'il ne veut pas être boycotté. Ah oui, pour le coup. Je comprends le choix politique qui est fait derrière. Ah, c'est vrai que tu achètes là, ils ont beaucoup de monde. Pour le coup, bref. Heureusement qu'ils n'écoutent pas. Sinon, j'aurais sinon, on ne verra plus rien. Ouais, ça c'est sûr. Mais on vous adore. Et merci de nous avoir offert le PDF. Sur ce, la semaine prochaine, on vous parle de quoi ? Je ne sais même plus. Je vais vous dire ça de suite. Tac. Ah, on parle de Blata. Merde, j'ai oublié le nom. C'est un truc de Bliss Comics. Attendez, je vais vous retrouver le nom de l'auteur. C'est un auteur des Balkans, si je dis pas de bêtises. Ou pas du tout, ça se trouve tu vas me dire que c'est de la merde. Mais non, c'est italien, pas du tout. C'est Alberto Poccellini. Donc c'est pas du tout. Je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était un auteur des Balkans. C'est à cause d'Anna. Vous lui direz c'est de sa faute. Alberto Poncellini qui sort chez Bliss Comics. J'espère que vous avez pas de problème avec les insectes parce qu'apparemment il y en a beaucoup. Voilà. Et ça a pas l'air très joyeux non plus. Et ça va être cool. Hâte de discuter de ça. C'est joli en tout cas. Ouais. Mais c'est Bliss ici. Ils ont ressorti. Bon, ils essaient de ressortir du Valiant. On va pas en parler parce que. Bon, bref, je vais pas. Non, Bliss, vous faites des trucs bien. Et on parle en bien de vous, s'il vous plaît. Bon, Valiant, c'est pas terrible, mais c'est pas votre faute. Mais Blata et je crois qu'on va refaire un autre truc dans pas trop longtemps. On va faire Hello Sunshine qui a l'air très cool aussi. Et je me tâtais à faire les derniers jours de Lex Luthor. Je sais pas si c'est bien ou pas. Fallait que je demande à Spades, mais je lui demanderai en off. Il me dira. Tu l'as pas lu ? Ok. Peut-être que ce sera l'occasion ou pas de lire. Hello Sunshine, ça me plaît moins graphiquement déjà. Ah, moi j'aime bien Hello Sunshine. Enfin, je trouvais ça chaud. Mais c'est un peu plus teenage, ouais. Effectivement, c'est peut-être moins ton délire. Déjà, oui, puis même au-delà du style très young adulte qui est pas du tout ma cam, c'est même graphiquement en fait c'est pas du tout mon kiff. Moi, autant Blata, le côté weird me plaît bien. Et on se retrouve la semaine prochaine pour Blata. On vous fait des bisous. N'hésitez pas, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais allez follow le Girl Cut et toutes les artistes du Girl Cut. Allez follow Cécile, il a fait un truc. Vraiment, ton truc sur Spotify, il est tellement bien, il est tellement cool. Allez le lire. Il a fait tout un. Il faudrait que je le reposte ou que je le renvoie pour les gens qui voudraient aller le lire. Il a fait tout. Si vous êtes encore sur Spotify et que vous vous dites mais c'est pas bien grave, je suis sur Spotify, allez lire le truc de. Bon, peut-être que vous comme moi vous êtes sur Deezer et que vous allez vous dire merde, c'est tenu par un pro Poutine. Bon, c'est pas grave. Au moins c'est pas facho. Bon, c'est dur
Mais peut-être que vous allez faire comme beaucoup de gens, ressortir votre MP3, ressortir vos CD, Voilà. et acheter des CD, acheter des vinyles, plutôt que donner de l'argent à des fachos. Voilà. Ou alors prenez un abonnement Cobuzz à 5 personnes, voilà, où vous partagez un compte family et voilà. Ouais. Voilà mon Spotify là dans le fond, ma pièce. Ah, il nous montre. Oui, parce qu'il y aura pas la vidéo. Tu t'es fiché à montrer les comics depuis le début. Il y aura pas. Ouais, mais c'est mieux. Oui, effectivement, on avait l'image, c'était plus sympa. Mais tu as raison. Moi, il faut que je m'achète une platine vinyle. J'ai pas de platine vinyle, mais je vais m'y mettre bientôt. Peut-être. Je ne sais pas. Je verrai bien. Moi, c'est surtout parce que j'aime beaucoup la musique de vieux, donc c'est tout sorti en vinyle. Il y a 30 ans, ça me coûte plus rien à acheter. Bien sûr. Mais j'ai bien acheté. Je crois que on a 3 versions de Karma de Stray Kids. Donc en CD. Parce qu'on voulait les bonus à l'intérieur. Parce que oui, il faut des petites cartes. On joue plus à Magic maintenant, on achète des photocards Une nouvelle carte, ok. Ouais, voilà. Tu peux pas jouer avec, mais tu peux regarder les beaux abdos des boys bands dessus. Je comprends même pas de quoi tu parles. C'est pas grave. C'est mieux que tu comprennes pas. Je te dis, moi, c'est des trucs de vieux, hein, moi, maintenant, hein, donc. Tu dis ça, mais tu mets des dramas, hein, donc c'est pas des trucs. Ouais, il y a 15 ans, hein. Ah, tu sur le niveau blue, voilà. Bref. Sur ce, on vous laisse. Allez sur le compte de Cécile pour aller lire son truc. Il est vraiment super intéressant. Et quand il aura rouvert son Ko-fi, achetez-lui des zines ou des fanzines. Faites ce que vous voulez. Et il y a non, mais j'allais faire de la pub pour Alissa, mais bon, bah, je sais pas. Elle le vend sur Ko-fi ou pas? Elle le vend sur Ko-fi? Je ne crois pas, mais en tout cas, ce samedi, oui, demain, elle sera en dédicace à Tanuki. Ouais, moi. Avec Heidi. Ouais, c'est vrai. On n'allait pas chez Tanuki, c'était con. Mais allez voir Alissa quand même. Genre, allez voir Alissa, elle a fait une anthologie de BD sur plusieurs années et c'est vraiment chouette. Moi je lui ai réservé parce que j'irai pas chez Tanuki, c'est une classe. Mais j'irai chez Bunka, qui elle est une bonne livrairie, et je lui demanderai qu'elle me le file. Et t'as vu le truc que Anna elle a fait? C'est trop cool. Elle a fait un poster et en même temps une BD. C'est trop beau. Putain, mais j'ai envie de faire des fanzines maintenant. Voilà. Sur ce, on fait des bisous. On dit à la semaine prochaine. Bye bye. À la prochaine. Tchuss.